Bonsoir tout le monde. Dans le fond, tout le monde m'entend? Oui. J'espère que ça va toffer jusqu'à la fin parce que ma petite voix n'est pas si forte que ça. Merci beaucoup à toutes et tous de vous être déplacés ce soir. On va se parler de la permaculture, mais j'aimerais aussi commencer par... c'est pas parce que tu es là, Daniel, mais c'est vraiment dans mon plan. Merci à la Ville de Boucherville qui nous a permis de jardiner sur la terre du collectif, sur la terre qui appartient à Boucherville. On est en notre 7e année. Puis ce que vous allez voir là, c'est le résumé, on appelle ça le laboratoire du collectif 21, c'est le résumé de ce qu'on a développé depuis 6 ans et quelques comme expertise ou comme savoir en permaculture. On va se parler de guildes nourricières, d'associations de plantes, on va se parler de plusieurs choses, mais sans Boucherville, il n'y a rien de ça qui serait possible. Donc, premièrement, puis on a eu la salle comme ça, on peut offrir gratuitement des formations de cette façon-là. Aujourd'hui, on va se parler, ce qu'on a fait, on le développe en permaculture. Il y a l'agriculture conventionnelle, il y a des pesticides qui sont utilisés, les pesticides que vous entendez parler aux nouvelles. Il y a l'agriculture biologique, il y a des produits de remplacement à l'agriculture traditionnelle, mais il y a encore du soufre, c'est un fongicide pour prévenir les infections fongiques, mais il y a encore des produits de substitution. Ce qu'on va vous proposer là, c'est ce qu'on a développé au collectif 21, c'est-à-dire que il n'y en a pas de produits de substitution. On choisit des espèces résistantes, puis on plante en conséquence de ne pas avoir trop de maladies fongiques. On veut que les insectes s'autorégulent, donc quand on voit un insecte ravageur, le problème, ce n'est pas l'insecte ravageur, c'est le manque de prédateurs de cet insecte ravageur-là. Fait qu'on travaille de façon systémique plutôt que d'aller agir sur des pucerons ou sur un autre insecte qui va nous paraître nuisible, mais qui ne l'est pas tant que ça. OK, prochaine. Déroulement de la présentation, c'est convivial. On en a discuté, Yuli puis moi. Yuli, la directrice du collectif, présidente du CA, on en a discuté, puis je voulais garder ça convivial. Il y avait 60 places, puis j'ai dit, on va le garder comme ça pour que ça soit le plus convivial possible. Si vous avez des questions, juste levez la main, puis ça va nous faire plaisir d'y répondre. D'ailleurs, il y a à peu près le tiers ici des personnes, entre le tiers et la moitié, qui sont du collectif 21. Fait que ça ne va pas juste être à moi à répondre aux questions après la séance. Vous allez pouvoir parler à des jardiniers et jardinières du collectif si vous voulez savoir leur expérience puis tout ça. Puis ils vont pouvoir répondre à certaines de vos questions. Prochaine. La permaculture, on ne fera pas un cours de permaculture, mais ça, c'est l'éthique, c'est nos 3 grandes valeurs. Prendre soin des humains, prendre soin de la terre, puis partager les surplus. Prendre soin des humains, on essaye d'être une belle gang, puis de prendre soin de nous au collectif, mais aussi, ça peut être dans nos quartiers. On a la halle fruitière aussi qu'on est en train de mettre sur pied, puis qu'on a implanté l'automne passé, qui est au coin de Rivière-au-Pin puis Montbrun. Donc, prendre soin des humains, puis prendre soin de la nature. On ne rentre pas en guerre contre des insectes, contre des animaux, contre des... vous allez voir, au contraire, on agit dans ce sens-là. Puis, partager les surplus, on partage, au collectif 21, on partage avec des banques alimentaires, c'est clair, mais aussi on partage avec les animaux. Si un animal mange 10 % de nos cerises, c'est pas grave. Ah ben, mais c'est celui-là le meilleur. Mais après, il y a une chorégraphie, non? OK. Bonne journée. Donc, on partage aussi avec la nature. C'est pas grave, c'est un oiseau, des oiseaux mangent 10 % de notre récolte. Les oiseaux sont importants pour nous parce que les oiseaux, quand ils nichent, ils mangent des chenilles, ils mangent, ils ont besoin de nourrir leur portée. Donc, les besoins, les oiseaux, c'est leur salaire. On partage avec eux autres aussi.
C'est sûr que s'ils mangent tout au complet, bien là, on va protéger une partie des récoltes, mais on va leur en laisser. Ça, c'est clair. Les oiseaux, les guêpes, ils travaillent avec nous puis pour nous. On travaille ensemble. Prochaine étape. OK, ça, c'est une note bien personnelle. Ça, c'est l'équipement de base de tous les jardins. C'est ce qui est le plus important. Observer, avant d'agir, observer, réobserver, puis observer encore. Ça prend un petit banc. Ça prend des bancs. Quand la halte cycliste, il y a des bancs. Puis au collectif 21, dans boîte à suggestions, là, c'est une des prochaines étapes. Ça nous prend des bancs parce que c'est plus important d'observer que d'agir sans nécessairement connaître le problème ou comprendre ce qui se passe. Fait que ça, là, ce petit banc-là, vous allez le revoir souvent. Prochaine vidéo, prochaine étape. OK, il y a plusieurs façons d'établir une guilde, un jardin. Une guilde, en passant, ça veut dire une association. La guilde des musiciens, ça veut dire l'association des musiciens. Là, c'est une association de plantes dont on va parler. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la façon difficile, c'est-à-dire on arrache ce qui pousse, on sarcler, il faut briser le sol, on arrose, on fertilise, on plante. Si on laisse le sol à nu, on va désherber jusqu'à la fin des temps. Puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est énormément de travail, ça ne finit jamais. Puis, éventuellement, vous allez perdre le contrôle, ça va avoir l'air de ça. Puis vous le savez, vous l'avez tout vu, là, vous l'avez tout échappé, vos jardins. Si vous n'avez fait des potagers, là, vous êtes revenu un mois après, puis ça a l'air de ça. L'idée de base, c'est que la nature, là, puis ça, c'est ce qui est difficile. On a été, depuis 100 ans, qu'on cultive en labourant le sol, une terre à nu, on trouve ça beau, c'est poétique, c'est fantastique, puis c'est le modèle qu'on reproduit dans nos jardins puis chez nous. Malheureusement, ce modèle-là, il fonctionne avec des pesticides, puis il fonctionne avec la monoculture, puis il fonctionne avec des machines, fonctionne. Mais ce n'est pas celle-là qu'on va vous montrer. Puis je sais que c'est un paradigme qui est dur à briser, parce que c'est ça qu'on a assimilé puis qu'on a vu toute notre vie. Là, je vais vous montrer quelque chose qui va vous déstabiliser. Puis ça déstabilise nos jardiniers au Collectif 21. D'ailleurs, on dit que ça prend souvent 1 an ou 2 ans avant d'être plus à l'aise avec ces principes-là. Fait que si vous n'êtes pas à l'aise, c'est normal. C'est surtout celles et ceux qui ne viennent pas du collectif. C'est normal que vous ne soyez pas à l'aise avec ça, parce que là, on dérange quelque chose. On dérange une habitude. On dérange une idée préconçue. On continue. Un sol travaillé, quand on travaille un sol, labour, quand on travaille un sol, premièrement, c'est pas drôle. Deuxièmement, on brise. Nous autres, on a un sol limono-argileux. Hein? Boucherville, Varennes, Longueuil, ils appellent ça le sol de Longueuil. On a un sol limono-argileux. Fait que, à toutes les fois qu'il pleut, là, un sol à nu, ça va faire une croûte de même, avec des craques. Là. OK? Puis ça, s'il tombe 2 mm de pluie là-dedans, bien, ça va rester dans la croûte, ça ne pénétrera jamais. Le sol est fermé. Fait qu'il faut toujours le sarcler. Puis quand il mouille, bien, ça refait une galette. Puis s'il pleut pendant une semaine, ça en fait de la boîte, dans notre sol, nous autres, dans la région ici. Puis s'il ne pleut pas, bien, ça fait de la brique. Fait qu'on a le choix de la boîte puis de la brique. Si on a un sol à nu. On continue. Nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'inspirer de la nature. À marche, la nature, il n'y a personne qui va fertiliser par arroser les champs, là, dans les forêts, là, si vous trouvez ça beau, là, bien, il n'y a personne qui les entretient. Curieusement, ils fonctionnent très, très bien. On va s'inspirer de la nature. On n'est pas en guerre contre les herbes adventices. Les adventistes, là, on appelle ça les mauvaises herbes, les pissenlits, ces affaires-là. On n'est pas en guerre contre eux autres. C'est normal qu'ils soient là. Les insectes, on n'est pas en guerre contre eux autres. C'est normal qu'ils soient là. Puis s'il n'y avait pas d'insectes, il n'y aurait pas d'oiseaux. D'ailleurs, vous remarquez que moi, je viens de Québec, je suis arrivé ici il y a 50 ans, puis papa, c'est moi qui nettoyais la voiture de papa quand on faisait un aller-retour à Québec, puis c'est moi qui décollais tous les insectes qu'on pognait, qu'il y avait sur le pare-brise, puis sur en avant, là, la calandre, là.
Fait que, puis maintenant, puis on ne pouvait pas aller à Québec s'il n'y avait pas de liquide lave-glace. Parce qu'on n'était pas capable de se rendre. C'était impossible. Il fallait toujours nettoyer les fenêtres. Là, aujourd'hui, on fait un bel aller-retour, puis c'est à Montréal-Québec, puis il n'y a rien sur le char. Il n'y a plus d'insectes. Fait que s'il n'y a plus d'insectes, bien après ça, on regarde, bien on dit, Colin, sont où les oiseaux? Bien, ils mangeaient les insectes, ils ne sont plus là. Fait qu'ils ne sont plus là. Fait qu'on n'est pas en guerre contre les insectes, on n'est pas en guerre contre les rongeurs. On va s'en parler de ça. Puis on va inviter la nature à s'autoréguler. Ça demande une certaine dose de confiance. À s'autoréguler, puis on va juste protéger contre certains animaux bien précis. Puis on va contribuer à la biodiversité. Ça, c'est clair. On continue. Ça, c'est notre belle Victoria. Je l'ai vue tout à l'heure, et où? C'est chez Victoria. J'ai demandé, puis il y a une citation de toi plus loin. Écoute bien. Fait que ça, c'est chez Victoria. Elle avait du gazon, puis maintenant, c'est chez elle. Fait que ça, c'est une guilde. C'est une association de plantes. Ça, ici, c'est un beau... ça, c'est un poirier, puis ça, c'est un pêcher qui a produit quelques pêches, dernièrement. Beaucoup. Puis ça, ici, c'est un poirier, puis le poirier, bien, il va commencer à produire bientôt. Puis si vous remarquez, ici, il y a des fraises, il y a des rudbeckies, il y a des émérocales. C'est super beau, puis c'était un gazon avant. Bonjour, madame. Oui, je vous en prie. Bien, là. On va vous servir le thé tout à l'heure. Là, on parle de biodiversité. Puis, Victoria, ça fonctionne? Y a-tu des vers dans tes pêches? Y a-tu... Je peux te dire plus fort. Il n'y en a pas. Bon. Tu as des pruniers aussi dans le cours. Tu as un prunier dans le cours. Cerisier, abricotier. Puis ça fonctionne. Mais le problème, c'est quand on veut faire de la monoculture. Si on fout 5000 pommiers Macintosh dans un champ, on court après le trouble. Si on mélange les espèces, bien, il y a des bonnes chances qu'un prédateur d'un insecte ravageur du poirier qu'il y a là, bien, se cache là, puis qu'il aille manger l'insecte ravageur-là. On continue. Bon, bien, bienvenue à Boucherville. C'est Boucherville. J'ai pris Google Earth, là. C'est Boucherville. Ça, c'est le golfe en passant. Puis, c'est ça. On est à Boucherville. C'est ça que ça a l'air. Fait que, ça, c'est le parc industriel. Ça, c'est la 20, là. Puis ça, c'est entre le boulevard industriel. Ça, c'est le parc industriel. Fait qu'un petit oiseau qui se promène là-dedans, là, c'est ça qu'il voit. Qui se promène en haut, là. Tu sais, les bernaches, quand ils arrivent, là, c'est ça qu'il voit. Fait que... il n'y a pas énormément de place à l'expression naturelle. On continue. Bien là, je vous présente chez moi. Ça, c'est chez moi. Fait que le petit oiseau qui se promène en haut et qui regarde, là, qu'est-ce qu'on voit? Des surfaces minéralisées. On voit des... ça, c'est de l'asphalte. On voit des bardeaux d'asphalte sur les toits, des gazons, gazontus, juste gazon. Il n'y a rien d'autre. Souvent, c'est traité. Puis, c'est ça. Puis, bien, il y a des piscines en masse, comme on peut voir. C'est vraiment chez nous, en passant, ça. Puis, c'est ça. Il y a une chance qu'il y a une petite forêt urbaine, des arbres un petit peu partout. Mais on va se le dire, la biodiversité, c'est pas énorme à Boucherville. Parce que c'est une ville, parce que c'est comme ça. Mais ça commence chez nous. On va s'en parler. Ce que je vais vous proposer, ça, c'est une guilde, c'est une association de plantes. Puis, on a une des autrices. C'est Victoria, puis Diane aussi. Les deux sont là. Diane Maheu puis Victoria sont là. C'est elles qui ont conçu ça. Il y a 15 espèces de plantes. Il y a un poirier ici. Ça, c'est une autre guilde. Il y a un poirier. Puis si on regarde ici, là, il y a 15 espèces de plantes. Il y a des fraises, il y a de la ciboulette, il y a, bon, vous voyez, des lupins, il y a des iris. C'est pas tout comestible, mais il y a des plantes accompagnatrices aussi. Il y a de la lavande, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a de la livèche ici, ça goûte le céleri. Donc, ça ici, cette butte-là, elle a été conçue en 2020. Ça, c'est après 3 ans d'implantation. Elle roule encore, cette butte-là. Puis, levez la main ceux du collectif qui ont arraché une adventice dans ce butte-là depuis 5 ans. Curieusement, ça fonctionne. Est-ce que les fraises sont bonnes? Est-ce que les poires sont... C'est les grosses rescue, là. Une poire, une tarte. Est-ce que les poires sont bonnes, gang?
Donc, puis il y a du cassis, là. On récolte du cassis aussi là-dedans. Fait que les plantes sont serrées, hein? Nous autres, on nous dit qu'il faut laisser, tu sais, il faut mettre une plante, puis laisser le sol, puis tout ça. C'est tout serré, ça, là. C'est sur une butte pour pas qu'il y ait de crevasse, pour pas qu'il y ait de l'eau qui se ramasse, mais ça fonctionne. Puis, on n'a pas de problème de ravageurs dans ce but-là, curieusement. Il y a tout le temps des oiseaux là-dedans qui sont en train de manger je ne sais pas quoi, mais moi vous dire, un insecte ne fait pas une longue vie là-dedans. On continue. On va commencer par le sol. Avant d'implanter, quand on plante, ça prend la fondation. Fait que, on va regarder ce qu'il y a dans le sol. C'est une joke, celle-là. OK, prochaine. Ça, c'est un profil de sol. Profil de sol, si vous regardez, il y a la litière en haut. Un sol, ça se nourrit par le haut. OK? Quand quelqu'un va aller mettre de l'engrais à 6 pouces dans le sol, je ne comprends pas. Un sol normal, une forêt, les feuilles, les branches tombent, puis ils se décomposent dans le sol. On va regarder comment c'est décomposé. Puis tranquillement, la matière organique va être brassée par les insectes, tous les organismes vivants vont brasser ça. Puis, ça va faire une couche d'humus ici. C'est de la terre noire, comme on est habitué. Il y a une couche plus minérale qui est plus morte un peu. Les vers vont descendre des fois là-dedans, les vers de terre. Puis après ça, il y a la roche-mère. On a du schiste à Boucherville. Ça, c'est un profil de sol standard. Si vous remarquez, là, si on ne fait rien, c'est ça qui va arriver. La nature, elle va faire ça. Fait que nous autres, ce qu'on veut faire, c'est copier ce qu'elle fait parce qu'elle le fait bien. Puis, il n'y a personne dans un champ qui s'en va arroser des petites plantes de temps en temps ou dans une forêt. Ça marche. On continue. Dans un sol, il s'en passe des affaires. Mais vraiment beaucoup. Nous autres, on va former des buttes, puis on va mettre 30 cm, un pied de copeaux de bois. Puis le pied de copeaux de bois, là, il va se décomposer, puis après 2 ans, il va rester à peu près 5 à 10 cm. Le bois va être décomposé par les micro-organismes, par les champignons. Puis, il va arriver. Puis, le sol qui était. Vous avez vu la galette là, qui était bien compactée? L'argile, là, qui est soit de la brique ou de la boîte, quand c'est tout nu, quand c'est juste de l'argile, quand on y rajoute de la matière organique, cette argile-là devient là, très floconnée. C'est-à-dire qu'on peut littéralement. Ce que je ne pourrais jamais faire dans de l'argile, là, tu sais, de la galette d'argile, je mets mes doigts dedans, elle ne rentre pas, là. Mais quand on tasse le pays ou la litière, maintenant, au collectif, c'est la méthode que je vais vous proposer, on rentre notre main là-dedans, là, puis on peut rentrer là, 6 pouces, 15 cm. Le sol est meuble. Il est aéré, puis il sent bon. L'argile a changé sa structure. C'est devenu un complexe argilo-humique, c'est-à-dire c'est de l'argile puis de l'humus qui se sont amalgamés ensemble. Marie est contente parce que c'est son mot favori que je dis tout le temps. Marie-Odile. Puis, ce qui arrive, c'est que ce complexe-là rend disponible les minéraux pour les plantes. C'est la base. Puis, voyez-vous, ici, on a la litière, puis on voit, on voit qu'avec les micro-organismes, les champignons, la matière organique va se décomposer, puis va se lier à l'argile, puis va rendre disponibles les minéraux, le phosphore, le potassium, le magnésium, le fer. Quand même que vous ne savez pas quels minéraux qu'il y a dans le sol, c'est plus ou moins important. Dans le copeau de bois, il y a ces minéraux-là, mais ça, on appelle ça de la fertilisation extrêmement lente. C'est du slow gardening solide. Si on veut donner un coup de fouette dans l'agriculture normale ou pour un gazon, on va mettre, mettons, du 20-20-20. 20 azote, 20 phosphore, 20 potassium. Ça, c'est un coup de fouette. 2 jours après, c'est vert, puis ça pousse en fou. Nous autres, on n'est pas là. Quand on prépare une butte, ça peut prendre 1 an, 2 ans avant qu'elle soit. Puis la 3e année, là, par contre, on a une butte pérenne qui va fonctionner sur le long terme. Donc, il y a beaucoup de vie. Puis ça ici, là, quand on démolit puis qu'on revire ce sol-là, quand on le perturbe, ce sol-là, puis quand on enfouit de l'humus là, on brise toute la structure. Il y a des organismes vivants, des bactéries à chaque étage de cette affaire-là. Quand on revire ça de bord,
C'est comme si je prenais ma peau, je la revirais de l'autre bord. Ça ne marcherait pas, hein? Ça ne fait plus de la peau, ça. C'est la même chose. Ça, c'est la peau. C'est la peau de... Puis en passant sur Terre, c'est ça qui nous tient en vie. C'est ce petit bout-là, là. C'est ça qui nous tient en vie sur Terre. Ça, qui fait qu'on peut manger. On continue. Voyez-vous, ce qu'on veut faire, c'est ce que la nature fait d'office. Puis ce qu'on fait, traditionnellement, c'est ça. Bien, ça, ce que ça fait, c'est que quand il pleut, bien, ça s'en va d'un ruisseau, puis ça s'en va d'un fossé, puis d'un ruisseau. La matière organique s'en va. Il reste ça. Tandis que, bien, quand il pleut ici, l'eau est absorbée, les vers de terre ont fait des trous, le sol est ouvert, l'argile est ouverte, puis bien, l'eau peut pénétrer très bien dedans. Puis quand on revire le sol, bien, ça fait un sol mort. Puis si on fait un sol, quand j'étais petit, on nous disait que le sol, là, c'était quasiment un rack à racines. Point final. Il fallait toujours fertiliser pour que ça marche. Bien là, le sol, c'est plus un rack à racines, c'est presque considéré comme un organisme vivant. Il y a énormément de vie là-dedans. On continue. Quand on veut installer une guilde, on commence avec ça. C'est une maison avec un gazon. On se le dit, non, on revient. Pour ce qui est biodiversité, il y a quand même un effort sur le bord des fondations, là, mais le milieu ici, ce n'est pas tout à fait comme chez Victoria, là. On continue. Juste un petit aparté. Le drainage, il n'y a pas de plantes à part les quenouilles puis les nénuphars qui poussent dans l'eau. Fait que tout le reste qu'on va parler ici, là, on ne plante jamais dans un creux. Il faut planter sur une butte où il faut s'assurer que ça soit bien drainé. Je fais juste un petit... Surtout qu'on est dans l'argile. J'ai adapté cette présentation-là. J'ai donné la même à Charlesbourg il n'y a pas longtemps. Puis, ils n'ont pas le même sol. Fait que je l'adapte à chez nous. Fait que ça, là, c'est un point majeur dans notre sol à nous autres, Varennes, Boucherville, Longueuil. On continue. Brigitte, la première année que tu étais là, je ne sais pas ce que tu es, mais la première année, tu étais là. Elle n'aime pas ça quand je dis ça. La première année en 2019, quand on a... Ça, c'est ce qu'on a fait en 2019 en passant, c'est les vraies photos. Voyez-vous, on a cartonné, on prend du carton brun pour préparer les buttes, là. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est un sol forestier, mais nous autres, on le speed un peu. On le fait... ça prend 2-3 ans avant de l'avoir. On prend du carton brun, pas imprimé. On peut le mouiller s'il vente, pour qu'il reste là. Après, on met du copeau par-dessus, puis on attend. That's it. Oui? Excellente idée. Sur le carton, on l'a déposé sur une prairie. Fait que le temps que le carton prend à se décomposer, c'est le temps que la prairie meurt. Fait que ça nous donne un break. Si on mettait juste du copeau sur la prairie, les racines sont déjà bien implantées des herbacées qu'il y a là. Fait qu'ils passeraient à travers le copeau. Fait qu'en mettant le carton, les adventices, ou la prairie, le gazon qui est en dessous, les herbacées, bien, ils vont mourir. Les vers de terre vont les bouffer aussi, en pourrissant. Puis, le temps qui meurt, c'est le temps que le carton prend à se décomposer. Fait que ça nous donne un break. Puis après, bien, mettons, après 6 mois, bien, le carton est presque décomposé. Les plantes en dessous sont décomposées. Puis là, c'est le copeau qui régule. Puis ça va venir. Je vais vous dire à quoi il sert le copeau après. Est-ce que ça répond bien à ta question? Oui, mais le carton, au fond, il y a une fonction aussi de participer au nouveau système qu'on veut développer, parce que de mettre une bâche de plastique... Non, il n'y a pas de plastique chez nous. Non. Mais puis de l'enlever puis mettre les copeaux, ça pourrait être une option? On préfère... on est bien grano au collectif. Hein? Plastique, on préfère pas utiliser de plastique. Sauf s'il y avait de la berce du Caucase ou s'il y avait de la renouée du Japon, quelque chose vraiment vrai. Tu sais, on va en parler des plantes exotiques envahissantes. Mais pour des herbacées, pas besoin de plastique, du carton, that's it. Puis le carton va se décomposer, on ne le verra plus. Puis tant qu'il n'est pas imprimé, c'est correct. Puis on n'utilisera pas d'occultation par des toiles de plastique.
On ne veut pas acheter de plastique, on ne veut pas encourager cette industrie-là. Puis on a le carton gratuitement puis localement, en masse, tant qu'on veut. Fait que c'est pour ça qu'on prend ce qu'on a. Oui? Merci. Je t'en prie. On peut prendre du papier journal. Oui, mais tu en mets plus épais. Vous en mettez plus épais. Oui. C'est ça, ça a marché quand même. Oui, oui. Mais il faut en mettre plusieurs épaisseurs. Plus d'encre aussi. Il y a l'encre. Oui, mais les encres sont bio maintenant, sont biodégradables maintenant. C'est plus comme les vieilles encres au plomb, là, ces affaires-là, ça ne marche pas. Oui? Pour le bois, est-ce que de la ripe de poulailler, ça peut faire la ripe? Non. OK, bye. Non. C'est parce que la ripe, ce qui va arriver, la ripe, c'est du brin de scie, là. Le brin de scie, quand les champignons vont se mettre dedans, ça va faire une croûte. Tandis que ça va rester perméable à l'eau, le copeau de bois. Puis le copeau de bois, en passant, c'est Boucherville qui nous le donne, qui vient nous le livrer gratuitement. Puis d'ailleurs, tous les citoyens et citoyennes de Boucherville, puis chaque ville a ça, Varennes, tout le monde. Il y a des temps de l'année où ils peuvent aller en chercher en libre service. Puis ça, c'est le broyat. Dans le fond, là, les intrants qu'on veut en permaculture, c'est le plus local possible. Fait que c'est pas un déchet pour la ville, mais on le considère, parce que ce n'est pas un déchet, nous autres, c'est de la haute valeur ajoutée, on a besoin de matière organique dans notre sol. Fait que l'extrant de la ville, c'est un extrant, bien, c'est notre intrant. Fait que c'est hyper local. Fait que chez toi, si tu veux planter un arbre, tu flagues un émondeur, tu lui dis, peux-tu m'en mettre là? Lui, il faut qu'il paye pour s'en débarrasser. Il va être content de le mettre chez vous, puis tu le mets chez vous. Fait que plus c'est local, plus l'empreinte carbonique est faible, plus on respecte l'esprit de la permaculture. Oui? Les émondeurs, les villes, etc., nous amènent beaucoup de cèdre. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Jusqu'à 20-25 de cèdre, vraiment, ça ne me fatigue pas. Puis j'ai même eu des voyages de cèdre, puis ça fait juste prendre plus de temps à se décomposer. Ça acidifiera pas le sol. Non. Ça va revenir, quand ça va être décomposé, le pH va revenir neutre. Fait que, tu sais, il y en a qui plantent des bleuets dans l'argile, puis qui disent, je vais mettre des aiguilles de pin, ou tu sais, je vais mettre, ça ne marchera pas. Et c'est acide au début, mais ça va se neutraliser dès que ça va être décomposé. Le pH va redevenir près de la neutralité. Fait que, on ne choisit pas. La ville de Boucherville nous envoie du pays, puis des fois, il y a du cèdre, des fois, on met ça là, puis jusqu'à 25 tu sais, faites pas par exprès, mais quand il y en a, pas grave. À mon humble avis, j'ai dû essayer. Ça fait 20 ans que je fais ça en passant. T'avais-tu une question aussi? Oui, moi, je me demandais si c'était du BRF, mais tu as répondu à ma question. C'est pas du BRF. Le BRF, ça coûte cher. Le bois raméal fragmenté, ils prennent des jeunes branches de moins de tant de centimètres de diamètre. Puis, ça ne cause pas de fin d'azote, le BRF. Fait que c'est un copeau de bois de haute qualité pour faire ça, pour faire ce qu'on fait là. Nous, ce qu'on utilise, c'est du copeau de bois. Ça peut être des troncs d'arbres déchiquetés aussi gros qu'on veut. C'est juste que ça va créer une fin d'azote, FAIM. Ça va tirer toute l'azote en se décomposant, mais ça, on le veut, ça. Fait que je m'en vais là. Next. Merci. Dans notre sol, là, il ne faut pas trop engraisser. Il ne faut pas trop fertiliser. Honnêtement, de l'argile, c'est fertile. À moins que vous ayez une terre de remplissage dégueulasse. Tu sais, une terre, là, tu sais, qui a été ramenée d'excavation, des affaires de même dégueulasses chez vous. En principe, le sol devrait être pas pire. Puis pour savoir si votre sol est correct, regardez ces arbres poussent à côté. S'ils ne poussent pas, bien, vous n'avez pas un bon sol. Tu sais, on peut faire une analyse. Tu sais, à la halle cycliste, j'ai demandé à Boucherville de faire une analyse parce que je voyais que les arbres ne poussaient pas. Fait que, à côté, où ils poussaient très peu, fait que j'ai fait faire une analyse de sol, puis on a corrigé le sol. Mais règle générale, si ça pousse bien chez vous, vous n'aurez pas vraiment, en faisant ça, vous n'aurez pas vraiment besoin de fertiliser. Prochaine. OK. On a étendu notre copeau de bois. Ça, c'est avec des jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi à Marguerite-Diouville à Boucherville. Nous autres, là, dès que la butte est faite, qu'on a mis le carton, puis qu'on a mis 30 cm de copeaux de bois, une couple de semaines après, il a mouillé, le carton est mou un peu, tu sais, on fait un X, on lève le carton, puis on peut déjà planter nos arbres dans ça. Dans le sol, on ne plante jamais de racines en contact avec le copeau de bois, parce que le copeau de bois, ça crée une fin d'azote. On va y aller. La fin prochaine.
La fin d'azote, prochaine slide, s'il te plaît. Je vais vous en parler, ça s'en vient la fin d'azote. Faites-vous-en pas, elle va avoir faim. Elle va avoir faim. Ça, c'est la halte cycliste. Voyez-vous, on a confectionné les buts, on a planté les végétaux. On, c'est toujours excluant la personne qui parle. Oui, parce que je fais... On ne peut pas faire les deux en même temps. Fait que, donc, on a planté les végétaux, on excluant la personne, hein? Puis après ça, le copeau de bois a été rajouté. Fait que ça, c'est un sol qu'on a vraiment fait corriger, parce que ça, c'était de la terre de remplissage. Probablement, s'il avait été excavé de la... Si je dis des niaiseries, Daniel, tu me le dis, mais ce qui avait été excavé de la rue, il avait été mis là. Donc, on a remélangé, on a vraiment enrichi ce sol-là, puis on a planté là-dedans. Vous irez voir, ça va être super beau. Prochaine slide. Quand on confectionne nos buts, là, vous avez une butte qui a été confectionnée, celle-là en 21, si je ne me trompe pas. Vous avez une série d'arbres fruitiers. On a fait la butte, mettons, au mois d'août, puis on plante à racines nues au mois d'octobre. On n'a pas besoin d'arroser, parce qu'au mois d'octobre, on profite des pluies d'automne, la fonte des neiges, puis des pluies de printemps. Puis, quand est-ce qu'on a arrosé des arbres au collectif? C'est pas arrivé. Quand on plante un arbre à racines nues au printemps, on s'achète un job pour l'été. Quand on le plante l'automne, puis on préfère acheter à racines nues aussi en passant, c'est moins cher. Puis on plante en octobre, puis après ça, l'arbre, il est correct. Là. Il s'est implanté, il a fait ses choses, puis il est parti. Surtout quand il y a une doudou de copeaux de bois de même, parce que ça garde l'humidité dans le sol. Hein? C'est pour ça que c'est hyper important qu'il n'y ait pas de cuvette. Oui? Qu'est-ce qu'on compare ça à quoi, une racine nue? Plante en pot. OK. En pot, j'aime pas ça, parce que souvent, ils nous vendent des arbres d'à peu près 2 mètres de haut. Ah, ils sont beaux, mais les racines sont dans ça. C'est pas normal. Parce qu'une plante de 2 mètres de haut devait avoir ça de racines. Fait que, tu sais, souvent, c'est des arbres boostés. C'est-à-dire qu'ils vont mettre beaucoup d'engrais pour que ça fasse beau, parce qu'on achète ça. Mais moi, je n'achète pas ça, j'achète ça. Moi, j'achète la mode de racines. C'est ça qui m'intéresse. Quand même, ça serait gros puis beau s'il n'y a pas de racines. C'est comme si vous aviez un moteur de rasoir électrique d'un char, ça ne marche pas. Ça va prendre bien du temps avant que ça s'installe. C'est bien mieux d'acheter des plus petits arbres à racines nues, à mon humble avis, puis de les planter en octobre-novembre, juste avant les pluies d'automne. OK? On continue. Quand, en plus, le mulch, c'est pays, là. En plus, le pays, bien, ça régule la température du sol. Les racines, là, ce n'est pas fait pour être à des températures de 50 puis 60 degrés Celsius. Hein? Des racines, c'est fait pour être dans la terre, là, pas dans les airs. Fait que, un seuil paillé va rester frais. Puis il va conserver une belle fraîcheur, une belle humidité. Puis vous allez voir, il va nous aider à contrôler les adventices pour 1, 2 ou 3 ans. On continue. Bon, ça, c'est ma position favorite au jardin. Je vous ai parlé de petits bancs, j'en ai plusieurs. Les avantages à moyen puis long terme. À court terme, il y a des désavantages au pays de copeaux de bois. À court terme, 1 an. Puis je vais vous montrer comment contourner ces désavantages-là. Mais après 2-3 ans, wow! Premièrement, le copeau de bois, ça réduit significativement le travail. Ça va contrôler les mauvaises herbes. Une semence qui tombe dans du copeau de bois, même si elle germe, elle n'aura pas d'azote. Ça prend de l'azote pour pousser, mais toute l'azote est absorbée par le copeau de bois quand il se décompose. Donc, une semence qui tombe là-dedans, si elle germe, elle ne vivra pas longtemps. Donc, ça contrôle les adventices. Le besoin d'arroser, on l'a dit, ça garde une belle fraîcheur. Belle fraîcheur, c'est moins chaud. Puis là aussi, c'est une belle humidité saine, là, pas détrempée, une belle humidité. Ça augmente significativement le taux de matière organique dans le sol. Je vous ai parlé du complexe argilo-humique. De l'argile puis de l'humus, de l'argile puis de la matière organique, c'est wow! Vraiment. Fait que ça, c'est une façon de fertiliser, mais hyper lentement puis à très long terme. Puis aussi, bien, ça améliore la vie du sol. Quand on met une doudou, tu sais, si on met notre peau au soleil, on va brûler, on le sait tout. Bien, le sol à nu au soleil, bien, il brûle.
Si on lui met une doudou de copeaux de bois, puis dans le fond, c'est la même chose que dans un champ. Il y a une litière dans un champ. Tu sais, les plantes se décomposent en surface. Ça fait comme une petite protection. Le sol n'est pas directement exposé au soleil. Le copeau de bois fait ça aussi. Il protège. Oui. Oui, qu'est-ce que vous pensez du pays, mais de feuilles d'automne déchiquetées? Qu'est-ce que je pense du pays des feuilles? Regarde, je répète, là, je le fais, là. Des feuilles déchiquetées. Oui, c'est bien. Le pays de feuilles déchiquetées, c'est bien, mais il se décompose très rapidement. Très, très rapidement. Au mois de juin, il n'y en a plus. Puis, il peut se compacter. Fait que moi, des feuilles, passer la tondeuse dessus là, pour le déchiqueter et tout ça, c'est bien. On l'a fait, on a fait plusieurs essais, mais en juin, il n'y en a plus, tu sais. Le copeau, on est bon pour 2-3 ans. Fait que, de la paille, c'est très bien aussi. On l'a fait, on a fait des essais au collectif. Mais ça aussi, ça à partir de juillet à août, ça dépend. S'il ne pleut pas pendant l'été, bien, il ne se décomposera pas très vite. Mais si on a un printemps et un été humide, la paille va falloir en rajouter, là. Ben, on a eu, si je peux me permettre, on a eu des problèmes de mulot avec la paille parce que c'était comme, on avait des grosses galettes de paille, puis ça faisait de la place pour le mulot d'aller en dessous. Fait que l'année qu'on a fait ça dans le jardin, ouais, un super jardin, mais un super élevage de mulot. Oui, bien, C'était pas gagnant-gagnant. je vais répéter ce que Marie a dit pour la vidéo. Effectivement, on a eu une invasion de mulots cette année-là parce qu'il y avait le lunch en haut, les tomates, il y avait soif, puis il n'y a pas plus cette année-là. C'est l'année que tu es allé en France. Malheureusement, ben, les mulots sont installés là, puis nous autres, on est en pleine zone agricole. Puis le jardin permaculturel, il y avait 1 an ou 2. Fait que les prédateurs n'étaient pas arrivés, les prédateurs des mulots. Là, maintenant, c'est beau si je vois 1 ou 2 mulots par été. Mais dans le temps, c'était 1 ou 2 aux 10 minutes, là. Fait qu'ils ont mangé des tomates cette année-là. On continue. La fin d'azote. Je vous ai dit que la fin FAIM, ça veut dire qu'il manque d'azote. Le défaut, puis il faut faire. Ce sur quoi il faut faire attention quand on met du copeau de bois, c'est que ne faut pas que les racines des plantes qu'on installe, qu'on plante, il ne faut pas qu'ils soient en contact contre le copeau de bois, sinon votre plante, elle ne poussera pas. Parce que le copeau de bois, en se décomposant, va tirer toute l'azote. Puis l'azote, là, c'est ce qui fait que les feuilles sont vertes, c'est ce qui fait que la plante grandit bien. Ça, c'est l'azote. OK? Donc, tu sais, un engrais de printemps chimique, là, c'est du 30-0-0 ou du 20-0-0. C'est juste de l'azote. Fait qu'on ne veut pas de racines, on ne veut rien. Tout ce qu'on veut, c'est de la verdure. Bouf, ça, c'est de l'azote. Fait que quand on a une fin d'azote, bien, ça ressemble à ça. L'azote, c'est ce qui fait que la chlorophylle peut être produite par les plantes. Fait que, bien, s'il n'y a pas de chlorophylle, bien, la plante est jaune. Fait que, vous savez que vous avez manqué votre coup si vous avez un pays de copeaux de bois, puis vous avez planté un plant de tomate, puis le plant de tomate est jaune, bien, c'est parce que les racines touchent au copeau de bois. Il ne faut pas qu'elles touchent au copeau de bois. Ça, on en a parlé souvent au collectif. On va planter, tu sais, on complète le collectif avec des tomates, des plants de tomates, des choses comme ça. Il faut toujours planter dans le sol, jamais dans le pays. Mais le pays, la fin d'azote, on l'aime en maudit pour bien d'autres choses. On continue. Ouais, ça, je vous en ai parlé un petit peu. Plante à racines nues. Pas une plante 3 fois trop grosse avec ça de racines, ça ne marche pas. Tu sais, racines nues, puis je vous ai dit, quand on plante l'automne, ben, on profite des pluies d'automne, de la fonte des neiges, puis le printemps, ben, les pluies de printemps. Cette année, on en a eu pas mal, ça a bien été. Très, très bien arrosé le jardin. Encore aujourd'hui. Puis on plante les arbres, les arbustes, les fleurs dans le sol existant. Ça ne donne rien. On a de l'argile. Si on décompacte notre argile avec de la matière organique, bien, si on commence à planter là, dans un sol, mettons vous achetez là, des poches de sol noir, okay, de terre noire. Puis vous faites un beau trou dans l'argile, puis vous mettez de la belle terre noire, puis vous plantez votre arbre là-dedans ou votre plante là-dedans. Ce que vous avez fait, là, c'est une piscine. Parce que de l'argile, quand il y a de l'eau là-dedans, bien, l'eau ne passe pas, surtout de l'argile à nu. Fait que vous avez fait un beau trou avec un sol perméable, un beau trou, ça fait une cuvette. Si vous arrosez ça, ça fait une piscine. Fait qu'il faut toujours planter dans le sol existant pour que l'eau aille dans toutes les directions pour pas qu'elle se ramasse à un endroit, là.
OK? On continue. Comment planter un arbre? Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. On plante en dessous du pays quand on forme nos buts. Toujours, jamais dans le pays. On continue. La première année, on plante en dessous du carton. Il ne faut pas que les copeaux de bois touchent aux racines des plantes, parce que ça fait une fin d'azote. Arroser que si le sol des racines est sec, ou presque sec. Parce que dans l'argile, là, ça retient de l'eau. Ça fait partie de l'argile, l'eau. Il y en a de l'eau. D'ailleurs, quand il ne pleut pas pendant tout un été, les fondations des maisons craquent parce qu'on est dans l'argile. Ça s'effondre. L'eau fait partie de l'argile. Fait que quand vous plantez de même puis que vous mettez, sous le copeau, puis après ça, vous remettez le copeau, vous faites ça l'automne, avant d'arroser, là, allez voir avec vos doigts où sont les racines, si c'est humide ou non. Parce que là, ça empêche l'évaporation aussi là, en surface. Là. Fait qu'il ne faut pas arroser n'importe quand. Sinon, vous allez tuer vos plantes, vous allez noyer. Vous allez les asphyxier. Ce n'est pas un nénuphar, c'est un arbre fruitier, c'est un rudbeckie, c'est un groseillier, c'est un cassissier. Puis après ça, ben, trouvez-vous un petit banc et attendez. Fait que quand un coup que vous avez planté, c'est fini. L'automne, ben là, ça va aller au printemps. On continue. Là, quand vous plantez, le gros désavantage de ce que je vous montre là, je suis bien honnête, là, c'est la diversité. Parce que vous allez avoir un paquet de plantes qui ont des besoins un peu différents, qui ne poussent pas pareil, qui n'ont pas les mêmes ravageurs. Des fois, il y en a qui sont mellifères, il y en a qui sont, vous allez avoir un paquet de plantes, là, puis ça va se promener, puis ça va bouger, toute cette affaire-là, à la vitesse des plantes, là. Mais le gros désavantage, c'est ça, surtout au collectif, on a plus que 100 espèces et cultivars de plantes. Plus que 100. Nous autres, on est allés, là, c'est un laboratoire, on est allés à l'extrême. Fait que juste des pommes, on a, je ne sais pas, 20 cultivars, variétés cultivées. Des poires, on a 20, je ne sais pas trop. On a des légumes vivaces. Si ça pousse au Québec, on en a, là. C'est pas compliqué. Fait qu'il y en a des plantes chez nous différentes. Fait que le gros défaut, c'est de se retrouver là-dedans. Mais le gros avantage, c'est que c'est diversifié. Donc, s'il y a une plante qui a une mauvaise année, une année, ou qui a un problème de ravageur, les autres ne l'ont pas. Puis l'autre chose, s'il y a un ravageur, ça, c'est des beaux. La photo, je l'ai mis là parce qu'elle est belle. Mais on voit aussi qu'il y a différentes espèces. Ça, c'est un cerisier SK. Donc, ce sont des griottes. Puis, tu sais, ça, c'est un filet d'exclusion à maille fine. Ça protège des oiseaux. Puis ça, c'en est un. Ça, c'est à cause du charançon de la prune. Puis ça, c'en est un insecte malcommode. On va en parler tout à l'heure. Mais s'il y a un oiseau là-dedans, puis qu'il y a je ne sais pas, là, une chenille quelque part là, bien, puis que l'oiseau niche là, c'est sûr que je n'aurai pas beaucoup de chenilles dans ce coin-là. La diversité, là, c'est ce qui fait la résilience d'un système. Puis pour un gars comme moi, c'est ce qui a été le plus difficile à lâcher prise. Fait que j'ai pas de misère à comprendre que ce que je vous dis, c'est pas évident. Mais, parce que j'étais ingénieur, je suis à la retraite, là. Pour moi, un procédé de fabrication, tu sais exactement ce que tu mets dans la machine, tu sais exactement ce qui va sortir, les températures, puis tout, puis tu arrives toujours avec la même affaire. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est le contraire. Plus on mélange, plus ça marche. Puis, en biologie, il faut faire confiance au système. Puis, plus il y a de variables, plus ça fonctionne. Mais par contre, plus il y a de variables à gérer. Mais c'est le défaut. Le contraire de la biodiversité, bien, c'est un champ de maïs. Si c'est ça que vous voulez, il faut virer le champ. Après ça, il faut mettre des semences enrobées d'insecticides, tout en ligne droite, parce que les machines, c'est ça qui ramassent. Après ça, on va vaporiser des insecticides, on va vaporiser aussi des fongicides, puis on va finir par récolter ça. Mais vous allez avoir du maïs, puis si vous avez déjà regardé un champ de maïs, avez-vous déjà vu un oiseau dedans? Il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus rien qui vit là-dedans. Fait que nous autres, c'est bourré de vie. Au collectif, là, bourré. On continue. Alors, la dernière phrase, Marie, si on revient, plus le système va être diversifié, plus il va tendre vers un certain équilibre.
un certain équilibre. Ce n'est pas l'équilibre. L'équilibre, il va être différent chaque année. Mais si vous ne voulez pas de coquerelles chez vous, c'est normal, parce que vous voulez être seul dans la maison. Mais si vous voyez un puceron de l'autre bord de la porte, bien, le puceron, c'est normal qu'il soit de l'autre bord de la porte. C'est dehors. Puis dehors, il va y avoir des pucerons. Il va y avoir des coccinelles qui vont manger les pucerons. Il va y avoir des guêpes parasitoïdes qui vont venir les manger ou des guêpes, peu importe, des oiseaux qui vont venir. Ça, c'est dehors. C'est normal. Puis c'est là, si vous voyez une chenille, puis qu'il y en a juste une, puis qu'il y a 2000 feuilles dans le pommier, vous voyez une chenille, bien, c'est normal. C'est dans un pommier, puis elle mange des feuilles. Mais le pommier fait toujours plein de feuilles, puis il y a un buffer au cas où il y aurait des chenilles. Fait que ça, c'est normal. Par contre, s'il y a 5000 chenilles dans votre pommier, puis il y a 40 feuilles, là, il y a un problème. Mais ça n'arrive pas souvent. On continue. Bon, la première année, on a planté, puis là, ce que je vais vous dire, on va se parler de la course vers le soleil. Alors, on a parlé du sol, hein? Le sol, un coup qu'on a le sol qui marche, là, puis qui est vivant à côté au bout, là, bien là, puis qu'on plante nos plantes dans cet espace-là, dans notre guilde, ça peut être dans une résidence, sur le terrain d'une résidence, ou dans un jardin collectif, ou comme une parcelle collective d'un jardin communautaire. Là, il va y avoir une course vers le soleil. Les adventistes, donc les mauvaises herbes, ça, c'est des champions. Puis nous autres, on veut leur jouer un tour. Parce que ce qu'on veut, c'est pas un champ, une prairie, de même lâcher lousse. On aimerait ça manger certaines affaires de ça, puis on aimerait ça que ça soit beau. Puis chez nous, ça peut être beau puis bon en même temps. On peut marcher et mâcher de la gomme en même temps. Fait que si vous regardez ici, ça, c'est une association de plantes. Elle n'est pas nourricière, mais c'est une association de plantes. Puis j'ai pris la photo parce que, premièrement, c'est beau. C'est le fun quand c'est beau. Deuxièmement, vous remarquez, vous ne voyez pas de sol à nu. Hein? Parce que si le sol est à nu, vous allez voir, il va y avoir des adventistes, puis je vais vous expliquer pourquoi. Puis l'autre chose, qui a gagné cette course-là? C'est des plantes choisies. Puis ça marche. Fait que c'est ça qu'on vise au collectif, c'est ça qu'on vise quand on fait une guilde. On continue. Bon, ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Puis, c'est ce que vous avez été habitués. Puis c'est correct. Si vous voulez faire ça, on va vous aimer pareil. On aime tout le monde. On est dans l'amour. Mais regardez, ça, c'est un job à temps plein. Ça ne marchera jamais. Puis je vais vous expliquer pourquoi ça ne marchera pas. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui m'ont déjà dit qu'ils aimaient ça, désherber. On ne peut pas empêcher un cœur d'aimer, mais non. Mais moi, je n'aime pas ça. Puis c'est pas ça qu'on fait au collectif. Tu sais, on a vraiment développé, je vais dire une expertise, une expérience pertinente pour gérer ces adventistes-là. Oui, tu as une question? Non? Tu te grattais le nez, hein? C'est ça? OK. Francis. Là, vous achetez une job. Premièrement, les plantes sont vraiment distancées les unes des autres. Sont toutes en rangée. Fait que quand il rentre une bébite qui mange la salade, mettons, de la laitue, bien là, c'est le party. S'il rentre des limaces là-dedans, ça va être le party. Puis, où c'est que vous voulez que les oiseaux se cachent pour aller chercher une chenille ou quelque chose? S'il y a un chat qui rentre là-dedans, c'est sûr que l'oiseau va passer dans le menu. Tu sais, il y a du gazon, il y a de l'air traité. Puis regardez, les adventistes sont déjà partis. Puis en passant, quand vous cerclez pour enlever les adventistes, là, il y a une pluie. Comptez 4 jours, ça va repartir. Il va en avoir d'autres. Vous les enlevez, il y a une pluie, vous allez recommencer. Vous allez recommencer. Hey, c'est le même que j'ai commencé à jardiner il y a 40-50 ans. Fait que je l'ai fait, puis je ne le fais plus. C'est tanné. On continue. Bon. Moi, c'est là qu'on s'en va, là. Qu'est-ce qui pousse bien, qu'est-ce qui pousse moins bien? Un coup qu'on a installé notre guilde, notre association de plantes, c'est quoi qui pousse bien, c'est quoi qui pousse moins bien? Puis ça, c'est la deuxième année. Ça, c'est notre travail de deuxième année. On a parlé d'observer, là. Bien là, je fais dodo. Mais on peut observer. Les ajustements. Est-ce qu'il y a des plantes qui ont moins bien poussé? Est-ce qu'on voudrait combler ces places-là avec d'autres plantes qui vont, elles, gagner la course vers le soleil? On parle d'une course vers le soleil. Les adventistes, eux autres, sont prêts. OK? Eux autres sont prêts. Ils vont toujours gagner si on les laisse faire. Nous autres, on va être plus smart. Fait qu'on veut combler les trous entre les plantes. Le sol, est-ce qu'il est bien couvert de copeaux? Un sol à nu,
On va avoir des troubles. Oui! Mais dans l'autre, peux-tu reculer, s'il te plaît, le beau jardin, ça ressemble au jardin botanique, là, quand j'avais 50 ans. Là, quand j'avais... Oui. Est-ce qu'on pourrait mettre des copeaux de bois? Non, pas lui, le jardin, les jardins là, où tu dis ça ne marchera pas. Là, Dans ce jardin-là? Oui, mais dans un beau jardin comme ça, là, si on met des copeaux de bois, on va avoir moins d'adventices. Il y a un problème, c'est que là, ce jardin-là, ça, c'est un jardin qui est fait. OK, je passais rapidement parce que je ne veux pas. Mais OK, quand il fait soleil, ça chasse, hein, puis il fait chaud là-dedans, hein? Fait que je vais juste. Je recule un petit peu, puis après, j'arrive à ta question. Là, ça, c'est un jardin qu'il faut arroser, qu'il faut désherber, puis qu'il faut fertiliser. Parce que quand on ramasse une laitue, bien là, on part avec la laitue puis ce qu'il y avait dedans. Hein? Donc, du phosphore, du potassium, magnésium, du fer. Tu sais, quand on mange la laitue, on a des vitamines là-dedans. Là, hein? Donc, ça, il faut continuellement rajouter du compost, du fumier. Parce qu'à toutes les fois qu'on enlève quelque chose, du fer, il faut le rajouter. Si on mettait du copeau, bien, ça va prendre un certain temps avant. Il y a moyen de faire des potagers, puis on en fait des potagers au collectif, mais il faut attendre que le sol ait été couvert de copeaux. Puis, je vous dis, c'est du slow gardening. Ça peut prendre 1 an, 2 ans. Puis, quand notre couche d'humus en dessous du... Tu sais, on met 30 cm, puis quand ça a baissé entre 5 et 10 cm, là, on a une belle couche d'humus en dessous. Là, on est prêt à jardiner. Puis, comme ça, bien, pas en rang, s'il vous plaît. Pas des rangs. Faut pas. Mais... je ne le sens pas. C'est quelque chose. Mais quand le sol a été bien préparé, moi, je dirais que si vous avez un jardin comme ça, il n'y a pas de problème, mais j'en partirais un autre, puis dans 1 an ou 2, dans une couple d'années, il serait prêt. Puis là, après ça, quand il reste ça, j'arrive, Victoria, quand il reste ça, on peut planter sur le copeau de bois nos plantes. Là, on va presque éliminer les arrosages. L'eau, là, est gratuite à Boucherville, hein, pour nous autres. Elle n'est pas gratuite, elle coûte de quoi à Boucherville? Fait un jardin qui a un pays n'a presque pas besoin d'eau. Puis, après 2 ans, quand on fait un jardin comme ça, ce qu'on peut faire, c'est à tous les 2 ans, on rajoute du copeau de bois en haut, on rajoute notre protection, mais là, on va avoir bâti de l'humus dans le sol au bout. C'est là-dedans qu'on va pouvoir jardiner, tout en faisant une rotation de plantes pour s'assurer, tu sais, bon, que les nutriments ne soient pas tous pris par les mêmes... tu sais, des plants de tomates 5 ans en ligne, ça ne marchera pas, là, mais quand on varie, là, ça va bien. Ça se fait, on le fait, mais ça prend une couple d'années. Sinon, il faut y aller avec de la paille ou des feuilles déchiquetées, comme paillis. En partant, je ne laisserai jamais ça tout nu, là. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Fait que paillis, mais paillis, il faut l'acheter. Tu sais, de la paille, il faut l'acheter. Des rognures de gazon, des feuilles décomposées, tu sais, des feuilles qu'on passe à la tondeuse dessus, puis tout ça. Jamais, au moins, pas laisser ça tout nu de même. Là. Ça, c'est épouvantable. Ça répond-tu bien à ta question? Merci. Je voulais juste ajouter qu'on peut jardiner comme ça, oui, en faisant la rotation des plantes. Elle a beaucoup de boîtes. Pas jamais mettre les tomates dans la même place. C'est une rotation de 4 ans. C'est ça que je fais chez moi. Puis quand je plante, je mets toujours, quand on coupe le peu de gazon qu'on a en arrière. Victoria, il ne reste plus de gazon chez eux. C'est mon ami. Peu en arrière pour mon chien. Oui. Fait que quand on tombe dans le gazon, je le mets tout le temps sur mon potager. Fait qu'il n'y a jamais tout nu. C'est ça. Victoria, je vais juste répéter ce que tu dis. Victoria, dans le fond aussi, il y a les rognures de gazon qui sont excellentes. Évidemment, si le gazon n'est pas traité, même s'ils disent que c'est bio, peu importe. Moi, quand ils mettent des stocks dedans, là, même si c'est accepté, c'est un produit de remplacement, ça ne m'intéresse pas. Mais s'il y a... Puis même s'il y a des graines, s'il y a des semences dans votre gazon, ça ne me dérange pas. Puis là, je vais en brusquer une coupe, là, puis je vais vous expliquer pourquoi ça ne me dérange pas. Même s'il y a des semences. Tu sais, il a monté en graines, votre gazon, je le mettrais pareil dans le jardin. Puis je vais vous dire pourquoi. Oui. Oui. Mais mettons qu'il y a de la digitale dans le gazon. Bon, bien, c'est ça. On a parlé des plantes exotiques envahissantes. Il y a des bouts où il faut faire des interventions, mais c'est des exceptions.
C'est sûr, s'il y a de renouée du Japon quelque part pas loin puis que ça rentre dans le jardin, il ne marche plus. Là, ça prend du plastique, il faut occulter. Mais tu sais, renouée du Japon, on s'entend, c'est une plante exotique envahissante puis qu'il faut combattre. Là. Ça, c'est clair. Fait que oui, s'il y a quelque chose de trop envahissant, il faut faire de quoi. Mais je vous dirais que ça va arriver souvent au collectif. Là, on a une planche enherbée qu'on est en train de discuter, qui s'est enherbée prématurément pour X, Y raison. On est en train de possiblement faire une couverture de sarrasin, qui est une plante allélopathique, je ne sais plus trop, qui compétitionne les autres puis qui supprime qui suppresse t'es-tu correct? Qui suppresse, qui inhibe la croissance de ses compétiteurs, puis qui pousse plus vite que toutes les autres. Fait que là, dans ce cas-ci, on a une planche qui s'enherbe, puis on va y aller avec du sarrasin. Oui. OK? Mais contre la renouée, le sarrasin ne marchera pas, là. Ça, c'est clair. Mais pour ça, tu sais, on s'adapte comme ça. Prochaine. OK. Je suis encore assis. Après 2-3 ans, si le sol est bien préparé, c'est là que le potager peut se faire. Là. Si le sol est couvert de copeaux de bois 20-30 cm, les plantes sont bien choisies pour gagner la course vers le soleil. OK? Il n'y aura presque pas d'entretien pour les 2 premières années. Après 2-3 ans, là, si les plantes, puis, tu sais, après la première année, on réajuste, puis on plante où il y a des trous. OK? Après la première année. Après la deuxième année, on réajuste encore. Si ça n'a pas tout pris la place, bien là, on peut rajouter une autre couche, mais plus mince, de copeaux de bois pour nous redonner une autre petite chance, pour recréer une petite fin d'azote au cas où il y aurait des graines qui tomberaient dedans. OK? Fait que c'est vraiment qui va gagner la course vers le soleil. C'est-tu les adventistes ou les plantes qu'on choisit? On peut mettre, après 2-3 ans, une autre couche de copeaux de bois, mais après ça, on va tomber, ça va être une litière naturelle, il va y avoir un enherbement. Tu sais, la course va être vers le soleil. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit gagnée par les plantes qu'on choisit. Ces plantes-là, l'automne, vont mourir, puis il va y avoir une litière naturelle qui va s'installer. On continue. Bien, après 3 ans, ça a l'air de ça. Ça pousse en fou. Le sol va commencer à ressembler à un sol forestier avec une belle structure. Il faut rentrer la main dedans. La vie du soleil va avoir explosé. Il va y avoir des vers de terre enroulés après les racines comme ça. Il va y avoir des bactéries, des champignons, des micro-organismes. Puis, on va commencer à faire les tune-up. Tu sais, de boucher des petits trous. Puis, des fois, il y a une plante qui va mourir qu'on va avoir posée, qu'on va avoir installée, puis on va la changer, puis on va faire des petits tune-up comme ça. Mais vous ne voyez pas, mais je suis encore assis. On continue. Est-ce qu'on veut vraiment, c'est là que je m'en vais, là, est-ce qu'on veut vraiment arracher une mauvaise herbe ou un adventice? Premièrement, il faut l'identifier. Ce n'est pas parce que vous voyez une plante, puis pas vous autres qui l'avez plantée, que ça peut être du kénopode. Puis du kénopode, là, c'est bon. C'est une espèce d'épinard sauvage. Puis du kénopode, vous le mangez, c'est tout. Peut-être que ce n'est pas vous autres qui avez décidé, mais tu sais, les meubles, c'est vous, là, c'est pas mal vous, puis votre conjointe, qui les avez choisis. Hein? Mais dans le jardin, c'est pas. On est dehors. OK? S'il y a du kénopode, s'il y a un pissenlit, bien, au printemps, ça fait une bonne salade. Je sais que c'est grano. On est comme ça. Le kénopode, c'est comme un épinard. C'est bon. Vous pouvez le manger. Fait que la première des choses, avant d'arracher, avant quoi que ce soit, il faut identifier ce qu'on a. Il faut savoir c'est quoi qui pousse. OK? Après ça, la première chose, c'est vous asseoir sur le banc. Puis s'il n'y en a pas un, bien, faites un cours de bénisterie, puis faites-vous un banc. Vous allez avoir le temps. Après ça, quand un coup assis sur le petit banc, observez c'est quoi le nom de la plante adventiste, pourquoi elle est là, comment est-ce qu'elle est arrivée là, est-ce qu'elle se mange, est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle est mellifère, a-t-elle un rôle dans l'écosystème? Ça se pose avant de l'arracher, d'un coup qu'elle est bonne. Tu sais? Si vous voulez arracher quelque chose, bien, j'ai écrit ça une joke. J'ai écrit « Trouvez-vous un bâton quelque part ailleurs, puis allez l'arracher. » Mais trouvez-vous une fleur de marguerite, puis peu importe. Mais faire un dodo au cas aussi, bon, ça c'est bon. Puis, allez observer, OK, bon. Mais
dans le fond, c'est identifier-les. Puis si c'est de la renouée japonaise, bien là, oui, il faut agir. Mais c'est rare, ces cas-là. C'est très rare. On continue. OK. Pourquoi il y a des adventices dans le sol? Parce qu'il y a des semences dans le sol. Dans ça de sol, il y a des dizaines de semences qui font dodo. Des dizaines. Puis ils sont là, puis ils attendent. Ils attendent quoi? Une perturbation quand vous recerclez ou quand vous revirez le sol. C'est ça qu'ils attendent pour germer, là. Puis ils sont là. Puis les plantes sont faites, c'est magnifique. Quand on plante des radis, là, on sème un rang de radis, là, puis après 5 jours et demi, sont toutes levées égales. Ça, ce n'est pas naturel. Ça, c'est une plante qui a été domestiquée par les êtres humains. Le maïs, c'est la même affaire. Ça prend 8 jours, 4 heures et 22 minutes. Ils sont toutes, puis ils poussent toutes à la même vitesse, puis tout ça. Mais ça, si une plante dans la nature faisait ça, il n'y en aurait plus. Parce que s'il germe le 12 mai, il y a un gel le 20, toute l'espèce est morte. Fait que les plantes sont faites, ils ont évolué pour ne pas germer tout en même temps. Les plantes domestiquées par les êtres humains, eux autres, c'est des machines. Ils vont toutes germer en même temps, ils vont toutes produire en même temps, ils vont toutes être pareils en même temps, puis ils vont toutes mourir en même temps. Mais dans la nature, là, une graine de gazon, d'une herbacée, bien, elle peut rester dans le sol 5 ans avant de germer, puis à un moment donné, quand les conditions sont bonnes, elle germe. Il y a des plantes aussi, comme la viande trilobée, ça prend 2 hivers avant de germer, minimum. Ça se peut que ça soit 3 ou 4. Fait que dans ça de sol, il y a plein de graines qui font dodo. Fait que si vous dites, voyons, je les arrache, il en revient tout le temps, je les arrache, tout ce qui devienne, le vent, je ne sais pas. Non, ils sont déjà dans le sol. Ils sont dans le sol parce qu'il y a un oiseau qui a fait une fiente là, il y a une graine qui a tombé il y a 3 ans, puis tu sais, elle s'est fait enterrer par de la neige, puis à un moment donné, il y a un chat qui a gratté, rendu dans le sol. Il y a plein de semences dans le sol. C'est pour ça que je disais, pailler, même avec des herbes qui ont des graines, tant que c'est paillé, ils ne germeront pas. Anyway, il y a plein de graines dans le sol, plein de semences. On continue. Il peut y avoir de 2000 à 100 000 graines par mètre carré. Fait que, si vous commencez à vouloir les arracher au fur et à mesure qu'ils germent, trouvez-vous un mètre carré, puis adoptez-le, puis ça va être, vous allez avoir une vie remplie. J'avais pas fini. J'avais d'autres jokes là-dedans. Mais là, les graines, ils attendent des conditions... Je ne sais pas, Marie, quelle heure qu'il est, là? Ah, 20h03. Les graines, ils attendent des conditions favorables pour germer. C'est juste ça. Puis des fois, ils font juste attendre 3 ans. Puis à un moment donné, ils germent. Tu sais, ce n'est pas des plantes domestiquées, là, les adventices. On cherche à minimiser les misères. Bon, le copeau de bois va réduire. Puis l'ombrage des plantes va aider aussi. Il y a des graines, ça leur prend une certaine exposition au soleil pour germer. Alors, on continue. Tu avais raison, Marie. Tiens, ça, c'est un bout de notre jardin. C'est un bout de la pouponnière, de la pépinière de notre jardin. Puis, bien, savez-vous quoi? On a eu une belle surprise. Puis, nos jardiniers et jardinières du collectif, là, ils savent, puis ça s'en vient, ça. C'est le temps du lupin. Puis le lupin, il n'était même pas dans ce parcelle-là, il était à l'autre bout du jardin. Puis là, on a du lupin partout. Savez-vous quoi? Quand on dit que ça gagne, le lupin, il fait son ombre. Puis quand un plant de lupin est là, bien, il n'y a pas grand-chose qui pousse où ce que le plant de lupin est parce qu'il fait de l'ombre à terre. Fait que, puis en plus, c'est beau. Fait que le lupin, où on marche, bien, le lupin, ça fait des sentiers, fait qu'il est écrasé. Ça va bien. Puis sinon, il y a du lupin qui pousse. Puis c'est un bel accident. On n'a même pas fait le design de... Ben, peut-être Victoria en cachette, là. Je ne sais pas, des fois. Mais il y a du lupin partout. Puis sérieux, là, ça dure à peu près 6-7 jours quand il fait 20-25 degrés Celsius. Ça vaut la peine d'être vu. Puis on a notre belle Irène qui vit... Eh oui, Irène. Elle est là. Puis on a notre belle Irène qui fait des bouquets tout le temps. Puis c'est pour ça que c'est important des fleurs, c'est pour Irène. Fait que pensez à Irène. OK? Donc, voyez-vous, ça, moi, je considère que c'est beau. C'est pas ça le bordel dans ma vie. C'est pas... puis oui, c'est pas tout à fait... c'est pas des lignes droites puis tout ça, mais il y a à peu près 20 espèces de plantes là-dedans. Il y en a qu'on n'a pas choisi. Le lupin est arrivé comme... Parce que ça fait plein de graines, puis ça se ressème partout. Puis venez voir nos jardins au mois de fin mai. On continue. Bon, bien, les exceptions.
Des exceptions. Oui, j'ai vu une belle talle. J'étais à Saint-Alphonse de Rodriguez, puis à côté du lac, bien, il y en a. Fait qu'ils mais ils n'ont pas mis assez de plastique assez grand, fait que ça a débordé, puis ça va prendre des années à se débarrasser de ça. Puis oui, il faut mettre un plastique très épais, opaque, pour le tuer. C'est une plante exotique envahissante. Il y a même des plantes indigènes qui peuvent nous causer des problèmes, comme la Pios americana, les patates en chapelet, pour ceux qui connaissent. Il faut vraiment faire attention. Il y a d'autres plantes comme ça qui sont vraiment, invasives. En tout cas, c'est des beaux succès de la nature. On continue. Avant que je refasse ma cour, ça, c'est ma cour. Puis j'ai un petit banc. J'en ai un. Fait que là-dedans, vous voyez peut-être 10-15 espèces. J'ai dû faire des changements, mais ça vous donne une idée de... Ça peut être beau, puis bon. Moi, j'étais bien dans ce coin-là. Là. On continue. Puis, il y avait de la diversité au bout. Les plantes pérennes accompagnatrices, comment choisir? On cherche des plantes qui prennent leur place au soleil, qui veulent gagner. Un plant de rhubarbe, là, c'est wow! Il n'y a rien qui pousse en dessous d'un plant de rhubarbe. Vous avez 4-5 pieds de diamètre, 1,5 mètre là, de diamètre, là, il n'y a jamais rien qui pousse où est-ce qu'il y a un plant de rhubarbe. C'est parfait. Ça, c'est un gagnant. Ça, on cherche ça. On veut qu'il gagne la course afin de prévenir les adventistes. Puis on veut des plantes qui ne sont pas trop invasives. Je vous ai parlé de la Pios americana. Pas grand monde qui connaît ça, je le sais, mais pour avoir vécu l'expérience, là, ça peut être rough. Là. Il peut y en avoir beaucoup. Le liseron aussi, ça peut être invasif. Là. Je ne sais pas si ça vient d'ici ou d'Europe, mais ça peut être rough, le liseron. Puis idéalement, nous autres, la structure d'un jardin, ce qu'on vous propose, c'est des plantes vivaces. Pourquoi recommencer à chaque année? On peut compléter avec des plantes annuelles. Des plantes de tomates, c'est bon manger des tomates. Mais le collectif, nous autres, bien, le squelette du jardin, l'ossature du jardin, elle est vivace. C'est comme ça qu'on jardine. Mais c'est correct aussi, ceux qui veulent faire un jardin d'annuel. Mais moi, il y a une année que j'ai été très malade en 2000. Je ne veux pas vous faire broyer, mais en 2012-2013, j'ai été très, très, très malade. Puis, je n'ai pas pu jardiner, je ne pouvais rien faire. Puis, j'ai eu autant de fruits qu'avant. Point final. Je n'ai rien fait. J'ai juste ramassé. Après 2-3 ans, ça prend un peu d'entretien, mais j'étais un été fort bas, je ne pouvais rien faire physiquement. Mon jardin a continué à produire. Si j'avais juste eu un jardin d'annuel, bien, je n'aurais pas mangé rien cette année-là. Fait que c'est le fun d'avoir au moins des deux. Tu sais. Moi, c'est ce que je propose. C'est le fun d'avoir des plantes robustes, des plantes rustiques. Si c'est fragile, puis que c'est borderline ici, parce que c'est zoné 6, mais qu'on a un pêcher, mettons. Pêcher, c'est juste pour jouer. C'est comme un bouquet de roses. Un coup qu'on a eu des roses, après, c'est fini. Le pêcher peut vivre 2-3 ans, puis après ça, il crève. C'est le fun de planter quelque chose qui va être rustique, qui va toffer chez nous, puis qui va être adapté à notre sol. On veut quelque chose qui attire les pollinisateurs. L'écosystème, la biodiversité, ça commence chez nous. Je vous ai montré chez nous, là, ce que les petits oiseaux voient. Bien, c'est le fun d'avoir de la biodiversité, puis c'est le fun d'avoir des pollinisateurs. Là, on est en train de... Les populations s'effondrent. Littéralement. En Europe, c'est moins 90 %. Il reste juste 10 % là, des abeilles là, en Europe. Puis ici, c'est à peu près pareil. Dans la vallée du Saint-Laurent, là, quand on se promène, ça a 20, il n'y en a plus. Il n'y a plus de pollinisateurs, il n'y a plus grand-chose. Pas des farces, le monde, il faut qu'ils amènent des ruches pour polliniser. Puis les ruches, en passant, c'est des abeilles sociales. Puis les ruches, en passant, c'est des abeilles européennes. Ce n'est pas des abeilles natives d'ici. Nous, on a 350 espèces d'abeilles natives indigènes au Québec. Il y en a à peu près 100 quelques ici, dans notre région ici, des abeilles indigènes. C'est toutes des solitaires, puis ils ne font pas de miel. Mais quand on met des abeilles qui viennent d'Europe, ils surcompétitionnent nos abeilles, puis les abeilles européennes sont plus frileuses, puis ils ne sortent pas à 8 degrés Celsius, mais nos abeilles sortent à 8. Fait qu'on a besoin de nos abeilles. Fait que avoir des pollinisateurs chez nous, là, c'est primordial. Pour la biodiversité, ça commence chez nous. On ne peut pas dire « Ah, moi, je suis pour la biodiversité, mais je veux du gazon partout, puis pas de pissenlit. » Il y a une certaine incohérence, tu sais. Il va vous aimer pareil, si vous aimez. Mon beau-frère, il aime bien le gazon. Je l'aime. On continue. On veut des pollinisateurs, tout ça.
On peut mettre d'autres plantes accompagnatrices. Hein? On peut mettre des fleurs comestibles. OK, moi, c'est le département là, au collectif. C'est les arbres fruitiers, les arbustes fruitiers, puis les légumes vivaces. L'autre département, qui est hyper important parce qu'on est hyper complémentaires, c'est le département de Victoria, puis de Diane, puis qui nous fleurissent nos jardins. Parce qu'on a besoin de plantes, pas juste qu'on peut manger, mais aussi de plantes accompagnatrices. Ça fait beau, un. Puis deux, ça conserve nos pollinisateurs dans nos parcelles. C'est hyper important. Puis c'est comme ça. Puis il y en a d'autres au jardin qui vont s'occuper des plantes annuelles, qui vont faire les tomates, qui vont faire d'autres choses. C'est bon manger des tomates, je ne suis pas contre. Mais l'ossature, c'est des fleurs vivaces. Tu sais, Diane, Victoria, j'espère que je n'oublie pas trop. Bon. Diane, Victoria, tout ça, des fleurs vivaces, puis des arbres fruitiers, des arbustes fruitiers, des herbes, le thym, l'origan, bon. Quand on peut avoir de ça, bien, on a une structure, une belle ossature bien plantée densément pour gagner la course contre le soleil. C'est beau, c'est bon, puis c'est de la biodiversité, puis c'est bon pour nos voisins, puis c'est bon pour la planète. Est-ce que vous avez des questions? Sauf que quand on prend comme des cerisiers ou en tout cas des arbres, des bleuetiers, tout ça, puis qu'on est obligé de les couvrir pour les protéger parce qu'on n'a pas assez sur un terrain. Ça... Un des messieurs que j'aimais beaucoup, il est décédé il y a 2-3 ans. Ce que Madame dit, c'est quand on a un cerisier puis que les oiseaux les mangent tous. Il y a un monsieur que j'aimais beaucoup, c'est le Jardin des fraternités ouvrières à Moucron, en Belgique. Puis malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'aller voir avant qu'il décède, parce que je voulais aller voir son jardin. Puis, ce qu'il disait, c'est que s'il y a trop de... S'il n'y a pas assez de cerises parce que les oiseaux les mangent toutes, plante-en un deuxième. Il va en avoir un pour les oiseaux, puis un pour toi. Les oiseaux ne pourront jamais tout manger. Quand on a une pomme... C'est petit, le miel. L'année passée, j'ai vu 2 cerises. C'est ça, mais dans ce temps-là, tu mets un petit sac. C'est là, OK, regarde bien, la première année que tu as une pomme, là, savez-vous quoi? Vous ne la mangerez pas. Tu as un écureuil qui va en manger. OK? Après ça, là, l'année d'après, vous allez avoir 15 pommes. Là, ça va être les écureuils, puis il y a quelqu'un qui va avoir un gun à plomb quelque part, puis qui va attendre dans une chaise berçante, puis qui va être écœuré, là, tu sais. Mais à un moment donné, quand il y a 500 pommes, parce qu'on en glane, il y en a beaucoup de pommiers qui ont 500 pommes dedans, là. On glane aussi au collectif 21, c'est-à-dire on ramasse les arbres sur les terrains. Ils ne sont jamais capables de tout manger. On glane des cerises aussi. Il y a des cerisiers immenses. Charcot puis Mortagne, il y en a 2, là, 2 très gros. Oui, les oiseaux sont dedans. Ils en mangent 20 %. On n'est même pas capable de tout récolter. L'idée, c'est la quantité. Si tout le monde plantait des arbres fruitiers, pas juste des arbres fruitiers, mais s'il y en avait à toutes les 2-3 maisons, on ne peut pas avoir ça des peu d'écureuils, là. Tu sais, à un moment donné, il va y avoir des prédateurs d'écureuils qui vont se manifester, quelque chose, tu sais. Fait que, oui, quand il y a 2 cerises, tu ne les mangeras pas. Ou il faut mettre un petit sac. Mais quand il y en a 2000 puis 20 000, nous autres, on ramasse combien de kilos on ramasse de cerises quand on va en ramasser? Tu sais, des griottes, là. Je veux dire, c'est épouvantable. On n'est pas capable de tout ramasser. Il en pourrit, je ne sais pas combien. Parce qu'il faut être patient. Un plant de tomate, oui, c'est le fun quand il produit dans la bonne année, hein, parce que l'année d'après, il est mort. Il faut en repartir un autre. Ça, c'est une course. Mais un plant, un arbre, à un moment donné, il en fait tellement. Il en fait tellement qu'à Saint-Bruno, il y a des propriétaires qui appellent la ville, puis il y a des fonctionnaires qui m'ont appelé parce qu'ils veulent qu'on aille glaner leurs arbres à Saint-Bruno, parce que les propriétaires veulent arracher les arbres fruitiers. Ça fait trop de dégâts. Il y a trop de production. Puis il y a du monde en passant qui ne mange pas à leur faim. Puis ça, c'est l'autre partie de ce que je fais. Fait que faire le lien entre du monde qui a trop de bouffe puis du monde qui n'en a pas assez. Fait que, à un moment donné, là, tu ne sauras plus quoi en faire. Ta famille, les voisins, plus personne ne va vouloir te parler dans le temps, au mois de juillet. Parce qu'ils vont dire, pas encore des cerises. Mais c'est ça. Mais c'est les cerises, les pommes, les pois. Au collectif, là, le cassis, il m'en reste encore d'il y a 2 ans. Tu sais, vraiment, là, à un moment donné, quand ça kikine, ça part. OK. Non-travail du sol, ça veut dire, on ne veut pas non plus... Oui, je t'en prie. Juste une question par rapport à l'ensoleillement.
Oui? L'ensoleillement, c'est-tu une préoccupation? C'est-tu, dans nos cours, ça varie, il y a des arbres, il y a des murs, il y a des clous. Oui, c'est une très, 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 très bonne question. La première des choses, quand on fait une plantation, on regarde c'est où l'est, l'ouest, le nord puis le sud. Ça, c'est premièrement. Si ce qu'on plante doit être adapté à l'ensoleillement, où est-ce qu'on veut le faire. Puis des fois, on pense que ça serait beau de planter un pommier là, mais le pommier, s'il n'y a pas de soleil, il va avoir plein de tavelures, il va être malade. OK? Fait que, dans le fond, il faut planter pas nécessairement où on veut, mais où la plante va être heureuse. OK? Fait que l'ensoleillement, c'est hyper important, surtout quand on parle d'arbres fruitiers, parce qu'ils sont souvent très malades s'ils ne sont pas plantés dans des bonnes conditions, s'ils ne sont pas plantés en plein soleil. Mais par contre, il y a moyen de faire des guildes avec des plantes, mais adaptées à moins de soleil. Tu sais? Mais là, il faut les choisir. La rhubarbe peut pousser un peu à la mi-ombre. Tu sais, ça se fait, là. Par contre, un pommier, il faudrait... On tire le diable par la queue quand on fait ça. Il faut vraiment choisir des plantes adaptées au type d'ensoleillement qu'on a. C'est sûr qu'au collectif 21, il n'y a pas d'ombre. Là, c'est bar open. En fait, on a de la misère avec les plantes qui ont besoin d'ombre. Fait que l'autre chose que je voulais vous dire, puis ça achève, quand vous allez avoir planté, puis que ça va être beau, puis, tu sais, il est 20h17, je suis encore pas pire. OK, l'automne, là, de grand... Tu sais, dans la maison, chez vous, c'est le fun de faire le ménage, hein? Bien, là, je vais... Ouais, c'est parce que là... Puis ça, c'est une des dernières. Puis ça, j'aimerais ça. OK, on est dehors. Là-dedans, là, voyez-vous, il y a une plante qui a fleuri. Il y a des oiseaux. C'est de la bouffe pour certains oiseaux, ça. OK? Tu sais, puis je vous l'ai dit, vous savez, c'est quoi un paradigme? Hein? Tu sais, on est habitué de faire une chose d'une certaine façon, puis c'est difficile de se sortir de ce schème de pensée-là. OK? Mais l'automne, si on arrache, puis qu'on remet ça bien propre, entre guillemets, qu'on arrache tout, bien là, ça, c'est la maison d'insectes. C'est un garde-manger pour les oiseaux. Il y a des coccinelles qui sont cachées, qui vont passer l'hiver en dormance là-dedans. Pardon? Les bourdons, bien, il y a les bourdons, bien, c'est des abeilles pollinisatrices solitaires. Puis eux autres font des nids dans le sol. Eux autres, ils creusent un petit terrier, puis ils s'en vont pondre leurs œufs là-dedans. Il y a un paquet d'animaux qui vont aller là. Puis l'autre chose, quand il fait moins 20 puis que le sol est tout nu, là, bien, le gel rentre, hein? Puis il rentre creux. Ça fait une doudou. Quand la neige va arriver, ça va écraser un petit peu, mais il va rester une certaine couche, puis ça va isoler le sol. Si vous avez... les racines, là, c'est moins rustique que les parties aériennes d'une plante. Les racines, ce n'est pas fait pour aller à moins 20, moins 25, moins 30. Si vous prenez un thermomètre là, à 1 mètre, là, bien, il fait peut-être... à 1 mètre, là, ça ne gèle même pas. Mais l'hiver, quand il fait moins 20, moins 25, moins 30, là, à 30 cm, là, ça doit être moins 5. Les racines, ce n'est pas fait pour être à moins 20. Mais si on enlève la doudou, moi, je vous envoie en T-shirt l'hiver à moins 20, bien, pas aimer ça. Bien, c'est la même chose. Fait on veut protéger notre sol, la vie dans le sol, les animaux qui sont dans le sol. Je sais que si vous ne le faites pas, je vais vous aimer pareil. On est dans l'amour. Mais, on est dans l'amour. Mais ça, c'est de la nourriture, puis c'est des abris, puis c'est de la maison pour de la biodiversité. C'est pas grave s'il reste des pucerons. Les coccinelles vont avoir de quoi manger l'an prochain. C'est correct. On continue. Bon, ben là, c'est le bout qui commence à être le fun. Ça, c'est un poirier qu'on a planté en pleine pandémie, en 2020. Il y avait 400 poires dedans, après 4 ans. 400 poires. Ça, c'est le Summer Crisp. C'est une poire du mois d'août. Puis ça, c'est une guilde, voyez-vous? On marche dessus, elle va repousser, juste pour récolter. Mais on a quelques jardinières ici. Oui, on a Lucie qui est ici. Puis Marie-Jo. Puis voyez-vous, regardez de quoi ça a l'air. C'est beau, ça marche. Puis au pied de ça, c'est plein de fleurs, il y a des iris, il y a toutes sortes d'affaires. Puis ça fonctionne. On continue.
Choix des végétaux, ça, on peut passer rapidement. J'en ai déjà parlé un petit peu. Il y a des plantes qui sont bien le fun, comme la livèche. En passant, cette présentation-là va être archivée. Notre ami Stéphano l'enregistre, puis on va l'archiver sur le site du Collectif 21. Fait que, si vous avez du monde qui est intéressé, vous allez pouvoir leur montrer, puis ça va... Puis aussi, toutes les nouvelles jardiniers, jardinières du Collectif 21, on va leur suggérer de regarder ça avant de venir. Ça va moins les traumatiser quand ils arrivent puis qu'ils ne voient pas de sol tout nu. Il y a des super belles plantes qu'on peut planter. Ça, c'est un légume vivace, ça s'appelle la livèche, ça goûte le céleri. Ça, c'est des hémérocalles. Faites attention, la fleur du lys ressemble énormément. Mais les hémérocalles sont comestibles, c'est super bon. Ça, c'est un cognacier japonais. Ça fait des coins, là. C'est magnifique. C'est citronné, c'est magnifique. Regarde, puis ça, en passant, ça, il y en a à la halte cycliste. Ça, je ne sais pas si Victoria t'en a planté. C'est des Stella d'Oro, c'est ceux-là que tu as mis? Oui, ils fleurissent tout l'été. Fait que ça, c'est des fleurs comestibles. Ça peut être beau puis bon en même temps. Ça fleurit, le cognacier japonais, quasiment pendant un mois. On continue. Les arbres fruitiers, ben, prenez des arbres que vous aimez. Puis, avec l'ensoleillement, puis les conditions que vous avez, puis qui poussent chez vous, résistants aux maladies, hyper important pour les arbres fruitiers. Parce que il y a des poiriers, c'est épouvantable, puis il y en a qui sont toujours malades, puis il y en a d'autres que presque pas. Beauté flamande, oubliez ça. Oubliez ça. Oui. Mais comment on fait pour savoir lesquels arbres sont... On demande à mon oncle Richard. Oui, on demande à mon oncle Richard. Ah, OK. Oui. Non, mais on peut se documenter, mais les sites des commerçants sont... Oui, c'est ça. C'est difficile. Je veux pas... je co-gère une page Facebook qui s'appelle Arbres fruitiers Québec. On a 59 000 membres. Quand les questions sont posées là, puis je révise les réponses. Donc, quand les gens veulent poser des questions, ça peut être sur Arbres fruitiers Québec, mais à Boucherville, au Collectif 21, vous pouvez venir je vais voir mon oncle Richard, puis ça marche là. Puis de toute façon, il n'y a rien qui rentre sur le terrain tant que je n'ai pas vérifié si la résistance aux maladies, aux insectes, pour m'assurer que la plante... Parce que sinon, mettons le poirier beauté flamande, bien, ça va prendre infini fongicide. Sinon, ça fait comme des roches. Avez-vous déjà vu des poiriers, là? C'est tout noir puis craqué, là. On ne sait même pas que c'est des poires. Ça, c'est... S'il n'y a pas de fongicide, bien, la tablure se met dedans puis c'est dégueulasse. Fait qu'il faut toujours vérifier. Avec mon oncle Richard ou des bonnes sources. OK? Ça produit bien. Auto-fertile ou auto-stérile, zone de resticité, il faut que ça soit adapté chez nous. Adapté à notre sol. Notre sol, il est argileux. Il faut le décompacter. Il ne faut pas piquer dedans puis le travailler pour le décompacter. Il faut y aller naturellement. On continue. L'emplacement, on a parlé de plein soleil. Okay? Idéalement, sinon, il faut choisir des plantes adaptées. Facile d'accès. Pas trop près de la maison. Un arbre, ça vient gros éventuellement. Ton mari avait raison, ton péché. Faites attention. Les érables, c'est épouvantable, ça fait plein de racines. Puis, plantez pas en dessous d'un érable, ça ne marchera jamais. Puis, on peut choisir des arbres fruitiers, nains, semi-nains, pleine grandeur, etc. Fait qu'on continue. OK, je vais finir là-dessus. Winston Churchill, il est en retard pour prendre un avion. Puis, tu sais, Angleterre, il y a pas loin de 80 ans, 90 ans, il est en retard. Son chauffeur roulait vraiment vite. Puis Winston Churchill, il aurait dit « Roule moins vite, je suis pressé. » Roule moins vite, je suis pressé. J'aimerais ça me rendre. Correct, là. Roule moins vite, je suis pressé. Le jardinage, c'est pas comme aller acheter une TV chez Costco ou dans un autre magasin. Je veux pas... Puis ta plug, puis elle marche, puis tu voulais 62 pouces, puis elle a 62 pouces, puis ça marche. Puis c'est là que tu voulais, puis elle est là. Bien, un pommier, il va pousser d'une certaine façon. Puis ta guilde, elle va bouger d'une certaine façon. OK? Puis c'est du slow gardening. Fait que rouler moins vite, c'est pas grave d'attendre, c'est pas grave d'observer, pas grave de poser des questions. Avant d'agir ou avant d'arracher quelque chose, on l'identifie. C'est pas une course. Commencez petit, puis après ça, grossissez. Au collectif, on a commencé plus petit. Puis tranquillement, pas vite, on a grossi. Puis je revendique le titre de celui ou celle qui a fait le plus d'erreurs au collectif 21.
J'ai fait bien des affaires. Fait que j'ai fait plein d'erreurs. Mais on les a corrigées au fur et à mesure. Fait qu'au lieu de partir sur 1 hectare en fou, puis l'échapper, on est allé parcelle par parcelle. Il y a des parcelles que j'ai corrigées 3 fois. Je me suis rendu compte que c'était de l'argile bleue. C'était comme du pudding au chocolat quand on creusait là-dedans. C'était parfait pour faire des briques ou de la poterie. Je vous jure. Puis, on l'a corrigé, puis là, bien, maintenant, elle fonctionne, cette butte-là. Mais commencez petit, puis après ça, grossissez. Roulez moins vite, vous êtes pressé. Allez-y, prenez votre temps. C'est pour ça que je suis toujours assis sur une chaise où je fais juste parler. Un arbre mal choisi puis mal planté, bien, c'est parce que vous allez recommencer. Si vous dites, là, on s'en va chercher un pommier, OK, je pogne lui, il va faire beau là, je le plante là. Il va mourir dans 2 ans ou dans 3 ans, puis là, vous allez recommencer, puis un autre va mourir, puis vous allez recommencer, puis à un moment donné, après 10 ans, vous allez dire, ça ne pousse pas des pommiers. Prenez votre temps, choisissez l'emplacement, choisissez le bon cultivar, puis prenez votre... C'est pas grave si vous prenez 1 an pour y penser. Oubliez ça cette année, pas grave. Bien, là, vous avez vous avez jusqu'au mois d'octobre pour y penser si vous voulez planter un arbre. Bien, prenez le temps. Hey, c'est pas normal, tu sais. Choisir un char, là, on prend 3. Tu sais, ça, c'est important. Mais un arbre qui va durer, un pommier qui va durer 100, 150 ans, bon, on le fout là, puis on se dit, regarde, ça devrait marcher, il plante dans le sol, du bon bord, là. Non, prenez votre temps. Sérieux, sinon, vous allez recommencer tout le temps. On ne veut pas ça. Faites un plan d'aménagement, puis discutez-en. C'est pas grave, vous pouvez en discuter de votre plan. Puis, si vous ne faites pas partie du collectif 21, on est dans l'amour, on vous aime pareil. Mais vous pouvez faire un petit comité de jardinage. Puis, il y a les jardins nourriciers de Charlebourg, ils ont fait ça. Ils ont planté comme 50 guildes ou 30 guildes. Ils ont un comité de jardinage. Au lieu d'être le collectif, tout le monde ensemble, c'est chacun chez eux, mais tout le monde a fait son plan d'aménagement, puis tout le monde en discute. Puis là-dedans, il y en a quelques-uns qui ont étudié en horticulture, ou qui sont des passionnés comme moi. Puis, à la gang, puis quand on a fait un plan, Julie, quand tu as fait le plan, puis après ça, tu es venu me voir pour les plantes pérennes, puis après ça, tu sais, on a formé un comité avec Marie-Jo, Victoria, puis on a fait le plan, puis après ça, on a fait le fine-tuning, puis selon l'ensoleillement, puis la halle cycliste, l'ensoleillement n'est vraiment pas parfait. Vous allez voir au coin de Montbrun, puis Rivière-au-Pin, là, il n'est pas parfait. Fait qu'on a dû adapter certaines petites choses, puis on en a discuté pendant un certain temps, puis après ça, go, l'automne passé, on l'a fait, 3 semaines, c'était fait. Mais on a pensé pendant combien de mois avant? C'est ça. Fait que, écoutez, je vous remercie énormément de vous être déplacés. Ça nous fait toujours plaisir. Puis on est vraiment privilégiés, comme je vous ai dit, ici à Boucherville. Regardez la salle qu'on a, regardez tu sais. Puis on a eu la chance de faire toutes ces expérimentations-là sur une terre agricole qui appartient à Boucherville. Puis on a carte blanche pratiquement. Fait que, on est vraiment privilégiés. Fait que, je vous remercie de vous être déplacés. Est-ce que quelqu'un a des questions? Quelqu'un a des craintes de quelque chose que j'ai dit? Oui. Mais là, moi, j'en ai une grosse question. Là. J'ai 2 plants de kiwi qui s'en viennent pour le 8 juin. Là. Puis là, je me dis, ma terre est argileuse, ça va bien? Oui. Fait que là, moi, je me suis pas préparée vraiment. Le monsieur, il m'avait dit, quand tu vas creuser ton trou, mets pas juste du terreau, mais un mélange de terreau avec ta terre d'argile. Dans le fond, tu veux que ça soit homogène. C'est ça qui arrive. Sinon, tu fais une piscine. C'est-tu Michel Larocque à qui t'a parlé? Non, je sais pas. C'était... Au kiwi? OK. C'est au kiwi. Au kiwi, oui, c'est un de mes amis. OK, il est bon à part ça, oui. Je vais venir. Oui, oui. Oh, puis c'est un passionné. Je l'adore, Michel. Il est vraiment gentil. Je n'ai pas de lien financier avec personne en passant, incluant lui, mais je l'aime beaucoup. Là. C'est un ami. On fait partie de la même gang de fous. On est comme 20, 25. Là, puis, oui. Puis, oui. Puis, c'est une plante grimpante, fait qu'elle va aller chercher le soleil. Oui. Puis, est-ce que tu as pris un Columicta ou un Arguta? Je sais pas. T'as un petit gars et une petite fille, hein? Les deux, ouais, c'est ça. Les deux, qui sont les plus résistants. Non, il m'a dit que c'était vraiment résistant aux maladies. Bien, c'est pas mal résistant, les deux, ouais. C'est ça, Des kiwis, c'est résistant. Les deux meilleurs. Bien, si c'est Michel, ça devrait être... Il est sa coche, Michel.
l'idée est très bonne de mélanger, mais pas planter juste dans du beau terreau. Mélange. C'est ça. Ben, C'est ça. Ce que je me dis, fait que Mais- je vais être correct avec ça. Oui. De toute façon, dans ma cour, c'est tout du couvre-sol qu'il y a à terre. Ah, je t'aime. Et Je suis en j'ai amour. poussé, j'ai dit, vous voulez pousser? Ben, poussez. Parfait. C'est tellement beau, Je te dirais pas trop de terreau, OK? OK. Pour que ça soit homogène. OK. Pour que ça soit homogène le plus possible, OK? Puis un petit pays de copeaux de bois tout le tour. Juste, tu sais. Puis, tu sais, faire attention. Ah oui, puis je vais faire... puis je sais que c'est un peu... Je rentre un peu dans les détails, mais curieusement, c'est aphrodisiaque pour les chats, ce bébête-là, les kiwis. C'est bizarre, mais ils se roulent dedans solide. Fait que protège-les contre les chats. Oui, les chats vont... Ils se frottent ses racines, puis ils grattent les racines. Fait que... protège-les. S'il y a des chats qui se promènent chez toi, je sais que ça a l'air bizarre, mais la première fois que j'ai vu un chat, je roulais là-dedans. Mais là, après ça, après 10 fois, j'avais du poil de chat partout dans mes plans. Fait que j'ai parlé à mon chum Michel, puis c'est ce qu'il m'a dit. Fait que Je mets un petit... protège-le. Petite clôture, ouais, pour que les chats n'aillent pas se frotter dessus. Je sais pas, ils se frottent là-dessus, regarde, c'est comme ça. Mais je connais. Oui, mais faut juste pas. Regarde, je te laisse gérer ça pour pas que les chats y aillent. Oui, il y avait une autre question. Oui. Oui, moi, c'est une question pour les responsables du collectif 21. J'ai pas vu d'enfants au collectif. Est-ce que... Ah, t'es pas venu samedi! T'es pas venu samedi! Il y en avait plein! On en avait des tellement beaux. J'ai hâte d'être grand-papa. Non, mais pour répondre à la question, peut-être, en fait, dans nos règlements, c'est à partir d'un certain âge, mais on fait le test, les parents qui veulent venir avec leurs enfants, mais sous certaines conditions, puis tant que ça reste qu'il y a des jardiniers qui sont là aussi, tu sais, pour relaxer, puis justement peut-être être seul. Donc, tant qu'on est dans l'harmonie pour l'instant, ben ça se passe bien, puis on continue comme ça. Évidemment, on demande la supervision vraiment des parents parce que c'est un jardin qui est très différent, puis l'enfant, souvent, il a envie d'arracher tout ce qu'il voit. Donc, peut-être juste, on parle aux parents avant juste pour leur rappeler ces petits principes-là, mais ils sont les bienvenus. Puis l'autre chose que je pourrais rajouter, Yuli. Oui, il y a même des groupes d'enfants, en fait, qui viennent des fois en semaine visiter. Oui, mais on les dirige. Il faut faire attention parce que quand ils pensent que c'est dans un jardin comestible, ils pensent que tout se mange. Oh non! Non, 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 non. Il y a des plantes qui sont, mettons, très, très, très... tu vas avoir mal au ventre, là. Fait que, tu sais, entre autres, tu sais... fait que... pardon, les feuilles de rhubarbe, puis il y a des petits fruits rouges, tu sais... il y a des choses qu'il ne faut pas manger, là, tu sais. Fait que, faut vraiment... Ça prend de la supervision. Tu le sais, tu étais dans les herbes médicinales, c'est pas tout qui se mange, là. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. C'est pas parce que c'est dans un genre... Il y a des plantes accompagnatrices qui peuvent causer des malaises gastriques. Oui! Si je veux en faire des jardins permaculture chez nous, oui. C'est quand qu'on les commence, ces buts-là? Moi, là, l'idéal, ce serait de commencer à te renseigner. Puis de commencer, on commence là, c'est parti. Puis, je te dirais, observer avant qu'on fasse quoi que ce soit, on attend 1 an. Quand je te dis, roule moins vite, tu es pressé. Si tu es pressé, tu es jeune. Pas 22, là, mais tu es encore jeune. Tu sais, moi, à 60, je vais avoir 65, avant de rentrer sur un terrain puis de faire de quoi, ça va être 1 an pareil. Puis quand je vais avoir 75, c'est 1 an pareil. C'est pas parce que... sont où tes flaques d'eau au printemps? Sont où parce que sinon, tu vas recommencer, tu sais. Ouais, ça fait quand même une couple d'années que je suis chez nous, justement. OK. Puis j'ai des spots que je vise, que on a déjà essayé des jardins, mais c'est justement, c'est du trouble, c'est des herbages et tout ça. Puis c'est des spots où ce que je sais que le soleil est beau, la terre, le gazon pousse de manière glorieuse. Fait que tu sais, je sais que c'est des spots où ce que ça va pousser. Parfait. Bien, tu pourrais commencer à préparer ton sol en cartonnant puis en mettant du copeau de bois, puis en faisant tes buts, puis ça va prendre, je te le dis, c'est long, là. Si on veut des résultats immédiats, tu arraches tout le sol puis tu en remets d'autres. Mais ton empreinte carbone va être rough. Je pourrais cartonner tout de suite, puis faire mon monticule, puis attendre...
puis tu fais des dessins, puis tu rêves. Puis c'est quoi que tu aimes manger? Plante ça. Puis moi, je te dirais, membre ou pas, on fait faire des visites au collectif. Viens t'inspirer. Tu sais, faut être membre pour venir au jardin, on s'entend. Mais quelqu'un qui vient le samedi, puis je m'en viens à toi, Victoria. Quelqu'un qui vient le samedi, ah oui, t'es membre, c'est ça. Ben oui, ben tu viens, puis tu viens avec ta blonde, puis c'est réglé, là. Ben oui, c'est ça. Mais viens t'inspirer. Puis, tu sais, de toute façon, vous allez vous inspirer, puis vous allez voir, mais prends le temps. Puis tu ne planteras pas, ça ne donne rien de planter là, c'est fini, là, le temps de la plantation. Fin octobre, quand les pluies d'automne arrivent, tu vas avoir le temps d'y penser. Puis là, ton carton va commencer, tu sais, là, ton gazon en dessous va être mort, parce que juin, juillet, août, septembre, tu sais, 4 mois et demi, là, ça va être mort en dessous, il va y avoir des vers de terre. Tu vas pouvoir tasser ton copeau de bois cet automne. Idéalement, essaye de... Il ne faut pas qu'il y ait d'eau. L'argile, c'est effrayant comment ça retient l'eau. Fait que, tu sais, ça peut faire une micro-cuvette, il y a une plante qui ne poussera pas là. Fait que, idéalement, essaye de shaper un petit peu comme ça. Mets ton carton, mets-en 2 épaisseurs pour être sûr, puis mets carton brun pas imprimé. Puis mets ton 30 cm de copeaux de bois. Déjà, ça va avoir commencé à baisser un petit peu, mais il va y avoir encore une grosse fin d'azote cet été. Fait qu'il va falloir que tu tasses tout, puis que tu plantes vraiment sous le carton, puis qu'il n'y ait pas de copeaux de bois dans ton trou de plantation. Moi, je planterais dans le sol direct. C'est déjà des coins où ça fait déjà 2-3 ans qu'il n'y a plus de gazon. Là. Comme on dit, on a essayé différentes choses. Parfait. Mais cartonne pareil, il y a plein de semences là-dedans. Cartonne. Ne serait-ce que d'étouffer le terrain qui est là pour... Bien, puis même, si tu as du gazon, mets-le en dessous du carton. Tu sais, même s'il y a des graines, même si tu arraches, tu sais, mettons, à un moment donné, tu sais, j'ai parlé l'automne, on ne fait pas le ménage. Au printemps non plus, trop de bonheur, on ne le fait pas. Mais à un moment donné, on ne laisse pas ça tout croche tout l'été, tu sais. À un moment donné, on enlève certaines choses qui n'ont plus de bon sens parce que le nouveau pousse. On est d'accord. Mais ça, tu peux le mettre en dessous de ton carton, tout au complet. Ça va décomposer. L'idée, là, c'est qu'on veut qu'il y ait le moins d'intrants de l'extérieur possible. On veut créer notre sol, créer notre matière organique. Déjà, tu vas aller chercher du copeau de bois, fait que tu vas avoir plein de minéraux là-dedans. Ça va se décomposer tranquillement, puis ça va faire de l'humus. Puis tranquillement, pas vite. Puis tu sais, un sol, ça se nourrit par le haut. Puis, donne-toi le temps. Victoria, ça répond bien à ta question? Oui, merci. J'ai quelque chose à ajouter à les gens qui veulent commencer une nouvelle jardin. Veux-tu te lever, parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Ah oui. J'aimerais ajouter quelque chose à les gens qui veulent commencer un jardin permaculture cette année et enlever le gazon. La ville vous donne la chance de faire des jardins de pluie et subventionnés. Pour les gens qui veulent faire des jardins de pluie. C'est quoi un jardin de pluie? C'est quoi un jardin de pluie? Un jardin de pluie, c'est une façon de garder la pluie qui tombe sur ta maison dans ton jardin au lieu que ça aille dans les bouts. Fait que chez moi, quand j'ai fait mon jardin, mon permaculture, tout au long de comme 3 pieds de la rue, j'ai fait une tranche de 2 pieds de large, 2 pieds de profond, d'un côté à l'autre de mon jardin. On a rempli ça de gravier, la grosse roche. On a mis une toile géotextile, je sais que t'aimes pas ça. Mais on a mis ça, puis après ça, on a mis de la terre. De ma gouttière, il y a un boîte dans la gouttière, puis il y a un boyau qui amène de l'eau là. Avant, j'arrosais mon jardin à tous les mardis et vendredis. Mon clair, il était là. À ce temps, j'arrose plus. C'est très, très important, puis la ville vous encourage de le faire. C'est une façon fantastique de garder l'eau chez ton maison. Avez-vous mis un drain perforé avec votre grain? C'est un drain qui va directement à mon tranche de... C'est du 3 quarts. Mais il y a différentes façons de faire. C'est comme ça qu'on a fait chez moi, mais il y a différentes façons de le faire.
puis ça marche. Puis la ville vous encourage de le faire. Puis c'est vraiment quelque chose que moi, je suis très, très contente que je l'ai fait. Ça me sauve de l'eau, ça me sauve du travail, puis j'ai un jardin qui est tout le temps fleuri. Je peux vous dire que c'est vraiment beau chez Victoria. Puis l'autre chose, avec les changements climatiques, on sait que c'est arrivé 150 mm d'eau il y a 2-3 ans, tu sais, un coup d'eau de même qui n'est pas naturel, qui n'est pas normal, les égouts ne fournissent plus. Fait que, tu sais, on a parlé de copeaux de bois local. L'eau, elle tombe chez nous, mais on la floche, ça passe par l'entrée, puis elle s'en va dans la rue. Plus on peut faire percoler chez nous, puis, tu sais, pour aider un petit peu le système à être plus résilient, tu sais. C'est ce que Victoria a fait chez elle. Puis je peux vous dire une affaire, ça a l'air d'un jardin enchanté là, chez elle. C'est effrayant, comment c'est beau. Puis tu passes combien d'heures par semaine à désherber? 8? Rien, hein? Non, je mens. J'ai un arabier. Ah, c'est les samars d'érable. Ça, c'est le problème. J'ai enlevé 850 l'année passée. C'est ça. C'est les samars d'érable. Mais à part ça, des graminées, on oublie ça. Y avait-tu d'autres questions? Je m'excuse, je ne veux pas traîner trop. Oui, Brigitte. Question, parce que l'année passée, j'ai coupé un prunier que j'avais chez nous. Il était immense. Il était très productif, mais il y avait trop de scarabées japonais. Ça oui. On l'a coupé. Mais là, mon conjoint n'a pas enlevé les souches. Il y a des immenses racines dans le sol. Là, je me suis dit, mon jardin, que j'ai perdu le contrôle, justement, ben, je vais mettre mon jardin à la place. Par-dessus le... Juste à l'instant, juste à l'instant, parce qu'il y a du copeau de bois en fin de semaine que la ville. Ah, c'est en fin de semaine? Oui, c'est en fin de semaine. Ça vaut la peine. Tu commences en fin de semaine. Tu as ta réponse. Tu as ta réponse. Le stationnement de la mairie. Vous amenez vos poubelles, vos chaudières, vous prenez du copeau. C'est là que ça part. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. La souche est encore dans la terre avec toutes les racines. Est-ce que ça peut nuire si je fais mon jardin par-dessus? Non, ça va pourrir. Moi, je les souche jamais. OK. Je remets mon jardin par-dessus. Oui. Tu peux faire des trous dans la souche, là, pour que l'eau s'accumule. Tu sais, avec une drille. Ça va pourrir. OK. Je ne les souche pas, j'enlève pas. Ben, c'est de la matière organique. Elle va pourrir, puis elle va enrichir ton sol quand ça va se décomposer. Point final. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hey, merci, toi. Oui, excuse-moi. Oui, dernière. Pour contrer le problème de faim d'azote, si on mélange de la paille avec nos copeaux ou des rognures de gazon, ça donne de l'azote. Ça ne sera jamais assez. Ça ne sera jamais assez. La faim d'azote est vraiment sévère. Dans le copeau de bois, de même, la faim d'azote est vraiment sévère. Même si tu mets tu mélanges du fumier avec ton copeau de bois, ça va être l'enfer. La faim d'azote, il faut la gérer quand elle est là, pendant les 2 premières années, mais après, c'est notre meilleur... en bas, c'est notre... Il faut gérer. En haut, c'est notre meilleur ami. Merci tout le monde de vous être déplacés. Bonne fin de journée. Merci.